bonjour, comment vous allez? Je vois ma tête. À quoi elle ressemble ce matin? Je vais l'arranger un peu. Bon, elle peut jamais t'arranger, c'est comme ça. Ces façons, elle, c'est comme ça, elle est bonjour. Et merci de nous retrouver ce matin pour votre émission des matins week-end. Voilà. Bonjour les amis. Daniel Dakpoyo. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Ça va, merci. Je sens que je ne suis pas très bien positionnée, que ça va faire brrr encore en direct, mais bon. Non, je ne pense comme pas. les téléspectateurs sont habitués. Non, je ne pense pas. Ça c'est bon. D'accord, ok. Bon. Gracias. C'est vous. Daniel Dakboyo, gracias. Damayo. Ça va, comme un poisson dans de l'eau. Bénite. Oui, comme quoi c'est deux cas aujourd'hui. Bien pour tout viol, deux cas mieux. Le cas des batraciens est berbe. Et le cas des... Bon. Non, comment vous avez fait pour vous retrouver? Comment vous avez fait pour vous retrouver? C'est encore mieux. Papa, c'est encore mieux. Il a encore quelques bribes de... On va l'appeler un arrivant. Non, ça ne te rajeunit pas quand tu le dis comme ça. Pape Koudjo, bonjour. Bonjour, voilà. Merci d'être... Ça fait combien d'années qu'il est passé sur le plateau de Bala? Oh, ça remonte. C'est pas hier, hein? Oui, ça fait pratiquement 4-5 ans. Oh, là où? Bien avant Covid. Covid, il y a 3 ans, hein, donc 4-5 ans au Blemlo. Oui, j'étais en 2019, j'étais là en 2019. Et donc, ça fait... Donc, on va dire peu avant Covid. Oui. Au fait, Covid devient une référence dans le temps. Bah, bien sûr. C'est normal. C'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc, on a désormais notre avant Covid et après Covid. Effectivement, voilà. effectivement. Avant Jésus et après Covid. On ne peut pas s'en cacher, on ne peut pas s'en passer. Ah, ça, c'est une référence. Ou heureusement, ça dépend. Ah, Covid, ça dépend de où tu te situes. Sinon, c'est le nom seulement qui a mauvais nom. Ça dépend si tu es une personne vivant avec le Covid ou c'est une personne vivant du Covid. C'est en fonction de ton positionnement que tu diras que c'est bon ou c'est pas bon. Voilà. Super. Pape, vous allez bien? Je rends grâce à Dieu. Le bois. Edicha. Oh, via bois, c'est. Boreka. Via boreka, wakama di chaima. Via di chaima. Di chacho, on peut zoomer un peu dessus, on aura l'image, vous avez copié, c'est bon, super. Il y a, on va parler de cela entre autres aujourd'hui dans cette émission. Le thème est bizarre façon. La démocratie dictatoriale de Kadaed. C'est exclusivité hein, sur les médias ici. Si, normalement. C'est le premier média. C'est le premier média sur lequel ça passe. Sur lequel ça passe et c'est fait à dessein. C'est pour nous dire, comme on est ensemble, arrête à Talakou. La TVT, c'est notre télé arrêtez à Talakou un peu un jour. Non, ce n'est pas une question à Talakou. C'est une fierté nationale, quoi qu'on dise. Donc, on ne peut pas... On peut pas, comme on le dit dans notre jargon, on ne peut pas montrer du doigt gauche la maison de notre papa ou la maison de notre maman. Autrement, on tombe, oui. Tu ne peux pas faire ça. En plus, il faut dire que c'est stratégique. La TVT, ça couvre tout le Togo. C'est clair. Au-delà de la stratégie. Et au-delà, c'est international. J'ai fait quand même mes armes ici aussi. C'est pas faux. Mais c'est clair. Voilà, donc clair. Ça reste ma maison. C'est clair. Éternellement. Ouais. Oui, la presse, il faut toujours en faire un ami. Forcément. On va en arriver. Même si le nom est journaliste, pas de préjudice. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. Quelqu'un dirait que ça prend et ça dépend. C'est pas moi qui ai dit. Donc je ne commente pas. Il y a des gens qui pensent que journaliste, le titre leur porte préjudice. Je ne sais pas. Mais non, je ne sais pas si vous êtes de ces personnes. Non, oui, non. Il préfère être du BTP. Non, il n'est pas. Non, Parce que ça, mais quand on dit, souvent, pour les ministres, on dit ministre un jour, ministre toujours. Donc, journaliste un jour, journaliste toujours. Donc, on ne peut pas nier ce fait. Tu ne peux pas oser. Moi, je oser à ces petits. Tu ne peux même pas osailler. Non, parce que le journalisme m'a tout donné. Clair. Et je le lui On parle de lui comme journaliste. Peut-être que vous êtes là-bas, vous ne savez pas c'est qui. Je vous dis c'est qui. Il faut le dire. Moi-même, je sais même plus ce que je suis. Je vous dis c'est qui. Vous connaissez le magazine là? Il a mis l'image. Je crois. Pipo, non? Balancez-moi l'image, une image de ce magazine là. C'est lui. Pipo.
On va là, Milégbe, Milewegbe, et bois Moudio. Oui, mais People Magazine, ça comme ça ne nous parle pas beaucoup. Si on avait une façon... Non, on n'en a pas. Wow. Vous pouvez en avoir, on ne sait jamais. Ah ouais, peut-être qu'on en a. On a une, faut voir là, une qui ne va pas me ruiner. Une qui ne va pas me ruiner. Non, c'est lui, le journal satirique caricatural People Magazine. Si vous dites que non, c'est mais moi. sérieusement, on rigolait. Comment qu'on rigolait de... Comment qu'on rigolait Pipo, je ne suis pas seul à faire Pipo. Qui était le directeur de publication de People Magazine? Bon, je peux... Qui était le directeur de People? Jean Biose, la maladie du mois le plus long de l'année. Tu vois, c'est ce journal-là, c'est lui, monsieur de People Magazine. Le magazine du peuple, c'est vrai. Ouais, Mais la vie et tout ça doit être au chômage. Azéa. C'est Pipi Napi. Pipi Napi, ah ok, c'est de l'autre côté, voilà, ouais. de l'autre côté, puis de Sika Magazine, que je salue au passage. Ouais. J'ai aussi fait là-bas. Oui, mais bien sûr. Donc, on a traîné quand même notre boss. Les boss, ça tombe le gagne. Tellement que ça s'est usé. Et ça s'est usé. Effectivement, voilà. Ça s'est usé. Ça s'est usé. Ouais. Non, c'est cool. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Et vous, parce que vous frottez avec l'information, vous frottez avec la vie en Afrique, vous frottez avec les informations traitées par les médias africains et puis traitées par les médias occidentaux. Ouais. Vous frottez avec comment on parle du chez-toi que tu connais et que tu te dises, est-ce que c'est le vrai du chez-moi dont on parle comme ça? Et puis tu analyses un certain nombre de choses, tu te dis, il faut que tu apportes ta contribution à cette réflexion générale et globale qui se fait au système politique qui serait adapté le mieux à l'Afrique, aux pays africains. Effectivement. Comme tu viens de le dire, Lys, en tant que journaliste, on va souvent à la recherche de l'information et les médias qui nous donnent ces sources d'information sont surtout occidentales. Et donc, ils ont leur façon à eux de traiter l'actualité par rapport à ce qui se déroule en Afrique et tout. Et nous nous en délections auparavant, mais après réflexion, après moult réflexions, on se dit que en réalité, nous n'avions jamais su, en tout cas pour ma part, je l'avoue, je n'ai jamais su que nous étions en guerre en fait. Et c'était plus que... C'est peu dire, hein, c'est un euphémisme. Quand je dis que nous sommes en guerre, c'est que, regardez, il y a plus de 5 siècles que nous avions été esclavagisés. Après, ça a été la colonisation. Après, ça a été le néocolonialisme. Après, ça a été quoi? Nous sommes dans le terrorisme avec tout ce qui va avec. Et c'est toujours les mêmes personnes qui nous dictent la façon dont nous devons d'abord penser chez nous et traiter l'actualité. Et quand vous la traitez d'une façon, dit non, que ça, ce n'est pas du journalisme, que ça ne respecte pas la déontologie. Ils ont toutes les astuces pour... Ils ont tous les codes, pour nous embrigader. Et quand vous commencez par regarder, suivre minutieusement la façon dont l'actualité est traitée sur l'Afrique, ça a commencé, on a parlé de Covid, effectivement, la pandémie de Covid est devenue une référence. Et c'est là que moi j'ai commencé à prendre conscience sur beaucoup de choses. Le traitement de l'actualité par rapport au Covid, à l'aune de ce qui se déroule en Afrique, m'a fait prendre confiance sur beaucoup d'enjeux. Et c'est là que ce que nous avions en fait bu comme information, tout cela a commencé par revenir. Et il ruminait ça. J'ai commencé par ruminer, j'ai dit, mais écoutez, comment avions-nous été naïfs au point que tout ce qui venait de l'Occident était accepté comme une vérité biblique, une vérité d'Église, encore que la Bible, tout ce qui va avec, tous les livres religieux sont remis en cause de tout. Donc, vous voyez la façon dont l'actualité est traitée, les informations sont traitées aujourd'hui quand il s'agit des crises à répétition en Afrique. Non, vous posez beaucoup de questions. Vous allez encore si on reste juste avec le Covid dont vous parlez là, ils avaient prédit l'hécatombe en Afrique, etc. Exactement. En Afrique, ça ne s'est pas passé pareil. Il n'y avait que certains cas, et chez eux, mais des morts, on alignait les cercueils. Exactement. Mais c'est eux qui étaient toujours sur les médias à se plaindre pour l'Afrique. Et les cercueils qu'on alignait aussi, c'était pour beaucoup d'entre... Enfin, pour certains pays, c'était de la manipulation. Pour juste faire peur aux gens. Et les morts qu'on a connus
pendant la période du Covid, si vous allez dans certains pays, ils ont eu à sortir les chiffres. Je prends l'exemple de la France que j'ai eu à suivre particulièrement. Vous allez sur le site de l'INSEE, dans les pires périodes du Covid, on se rendait compte qu'en 2020, les morts qu'il y avait, en fait, les morts globalement, les chiffres globaux ne dépassaient pas les morts de 2018, par exemple, où il n'y avait pas de Covid. Mais quand vous commencez par faire les analyses, vous vous rendez compte, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout ce qu'on nous montrait à la télé, c'était quoi? C'était les morts du Covid ou bien c'était des morts naturelles ou bien des morts... Parce que les gens mouraient. Qui est Covid ou pas, les gens mouraient. Bon, maintenant, après... Oui, mais peut-être que c'est comme on était en face, on était quand même en face. Comme par enchantement, les chiffres ont disparu de ce site-là. Du site. Et c'est là que j'ai commencé par comprendre certaines choses. Et vous suivez les développements du docteur Raoult, qui quand même nous décrivait certaines choses. Et puis vous voyez la façon dont le Sénégal et certains pays africains commençaient par prendre la mesure de la chose pour juguler le mal. Vous vous rendez compte que, mais en réalité, ces gens-là ont un autre agenda. Et vous ne pouvez plus... Aussi, mais on se dit, c'est possible ce que vous dites, mais on se dit aussi, est-ce que ça a été fait de manière malveillante? Disons qu'on était quand même en face d'une situation inédite, en face d'un ennemi qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne connaissait pas. Oui. Est-ce que ce n'était pas forcément des dispositions à prendre pour éviter le pire, avoir le moindre mal? Est-ce qu'ils auraient dû ne pas peut-être être un peu alarmistes pour éviter le pire? Oui, mais au même moment, quand... Ouais, il fallait quand même aussi éviter le pire. Oui, mais quand le conflit en Ukraine a commencé... Le Covid est parti. On ne sait pas si le Covid existe encore. Et puis, non, il faut quand même dire que le Covid a commencé par se tasser un peu avant. Je viens de parler tout à l'heure de la façon dont le monde est vu sous un prisme unipolaire par certains médias occidentaux et par certains occidentaux. C'est-à-dire que quand vous ne réfléchissez plus comme eux, on vous taxe de complotistes. Bien sûr. Vous n'avez plus le droit de réfléchir. Mais ce sont ces gens-là qui nous parlent de démocratie. La démocratie, c'est d'abord d'accepter l'idée de l'autre. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je me battrai pour que tu t'exprimes. Exactement. Oh, mais on peut couper des médias, on peut couper des gens, on peut bloquer des gens, on peut faire toutes les misères du monde à des gens qui réfléchissent autrement ou qui proposent d'autres choses. Et c'est là que moi, j'ai commencé par réfléchir sur l'ensemble même de leurs concepts, parce que j'ai eu la chance de voyager dans certains pays occidentaux et j'ai eu la chance d'aller aussi dans d'autres pays qui sont dits dictatoriaux. Je prends l'exemple de la Chine. En tout cas, moi, ce concept-là, je ne les emploierai plus jamais pour décrire un pays par rapport à son mode de gouvernance. C'est clair. C'est-à-dire que vous allez en Chine, vous voyez la façon dont la société est organisée, la façon dont il se développe. C'est-à-dire que si on parle de développement aujourd'hui, surtout par rapport à ce que les Occidentaux eux-mêmes disent en termes de développement, vous avez tout. Vous allez en Chine, moi... le premier jour, quand je suis arrivé, j'ai voulu comparer la Chine à certains pays africains. C'était pendant la nuit. Je disais à mon frère qui était venu me chercher à l'aéroport, il dit, bon, oui, on ne peut pas comparer avec certains pays africains. Oui, c'est pas mal. Parce que je jouais à l'américain. Au petit américain qui vient de débarquer de New York et tout. Nous étions... Et il dit, d'accord. La gifle le lendemain. Je te laisse regarder. Mais... Franchement. La claque. La façon dont on a communiqué sur la Chine. Moi, j'ai cru que c'était un pays où on ne verrait que des pagodes. Mais les pagodes, là, les anciennes maisons de temps de Shaolin et tout, c'est devenu peut-être des musées ou bien des trucs. Ça n'existe plus. Mais vous avez des gratte-ciel, vous avez des autoroutes, vous avez des échangeurs. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que j'arrive dans un condo où on doit aller au 4e étage. Mais vous voyez une image qui surplombe la ville et vous êtes ébloui. Et partout où vous allez, que ce soit, j'étais à Guangzhou, après je suis allé à Shenzhen, après à Foshan, je me suis promené dans certaines villes. J'ai vu la façon dont la Chine se développe. J'ai dit, mais écoutez, il faut le blâmer. Ces gens-là nous ont trompés. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'information, le traitement de l'information. Quand vous vous rendez compte que tous les médias internationaux qui desservent l'Afrique, du moins les autres parties du monde, sont dirigés ou sont régis par leur ministère des Affaires étrangères. C'est clair. C'est leur politique étrangère qui nous impose. Et que à l'intérieur de ces pays,
vous ne pouvez même pas capter ces médias. Ces médias-là. Prenons RFI. RFI, simplement, tu ne captes pas ça, RFI, forcément, on capte pas en France. en FM. Et en FM, vous voyez BBC Afrique, jamais à Londres. TV5 Monde Afrique. TV5 Monde Afrique. France 24, et même Afrique 24, Africa 24 qui a son siège à Paris, je pense. Oui, et puis Africa News même n'a pas son siège en Afrique. Oui, ce qui fait que l'on pourrait comprendre que c'est vraiment des messages destinés... Moi, je ne leur en veux pas. Non. C'est des messages, c'est de la propagande. Oui, voilà. C'est de la propagande, mais moi, je ne leur en veux pas. C'est normal, il faut que les Africains aussi fassent pareil. Exactement. C'est dans un monde comme ça qu'on est. Quand on commence par faire de la propagande, mais imaginez, quelqu'un parlait du conflit russo-ukrainien. Quand les autres aussi font de la propagande, ils disent non, que ça c'est de la propagande et tout. Et puis, ils osent fermer des médias russes en France. Comme quoi, ils sont en train de la faire. Arte, Sputnik et consorts, on les a fermés. On dit non, qu'ils sont en train de faire de la propagande. Mais quand ça se passe en Afrique, au Mali, au Burkina Faso, non, que c'est un pays qui se radicalise, qui n'est pas démocratique. Oui, mais aujourd'hui, le Mali, le Burkina, quand ils ont décidé de suspendre ces médias, qui leur est tombé dessus? Donc, oui, ces médias leur sont tombés dessus. La façon dont l'actualité a encore été traitée. Oui, mais ils ont été suspendus ou non? Donc, c'est ce que Lise disait. C'est à nous de réagir. Voilà la réaction que moi je suis en train de proposer. C'est la réaction qu'il propose aussi bien par rapport aux médias, par rapport à l'armée, par rapport à l'éducation, aux hôpitaux. Tous les secteurs d'activité sont pris en compte. Et puis dans son régime, c'est le titre du régime quand même qui est bizarre. La démocratie dictatoriale. Voilà. En fait, je vous lis un petit résumé de l'ouvrage, en fait. Du livre. Depuis des siècles, l'Afrique a été et reste confrontée à d'autres civilisations et réalités qui ont tant soit peu influé sur son devenir. Aujourd'hui, les impacts de ce clash de civilisations se font remarquer sur plusieurs plans, dont la vie sociétale, sociale, économique, culturelle et surtout politique des États africains. Difficile donc pour la plupart des dirigeants du monde, de ces pays en fait, difficile pour la plupart des dirigeants de ces pays de penser ou d'agir sans se référer à un modèle politique pour ainsi plaire à une puissance esclavagiste ou colonialiste. Dans cet ouvrage, à la limite d'un reportage téléguidé sur un personnage fictif, il faut le préciser, c'est fictif, dirigeant d'un pays imaginaire d'Afrique subsaharienne, et il faut que ce soit en Afrique subsaharienne, l'auteur questionne les notions de gouvernance dites démocratiques et dictatoriales, à l'aune du développement et du bien-être des populations. C'est donc un livre qui propose aux décideurs intellectuels africains une sorte d'alternative de gouvernance politique, sociopolitique, ayant pour soubassement la valorisation de la personne humaine et la recherche permanente de son bien-être. En fait, le problème pour vous, ce n'est pas la dénomination du régime, qui soit dictatorial, démocratique, occidental, à l'image de ce que les États-Unis veulent. Vous, c'est le leader, il est là. Est-ce que la population se sent bien? Voilà. Est-ce que la personne humaine est respectée? Voilà. Est-ce que le bien-être de l'homme, est-ce que les droits fondamentaux de la personne humaine sont respectés? Est-ce que les gens arrivent à manger? C'est-à-dire que pour vous, là, c'est l'essence même, c'est la question principale qu'on devrait se poser, pas se dire qu'on recherche démocratie. Bien sûr, parce que vous prenez toutes les religions, que vous soyez animiste, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, dans toutes les religions qui régissent le monde, même les athées, on dit souvent que l'homme est sacré. Tout le monde reconnaît que l'homme est sacré. Agbeto le verré, même Ali Diaz avait dit ça. Voilà. Quand vous placez l'homme au milieu de vos préoccupations, vous avez résolu un grand problème. C'est-à-dire que d'abord, ce sont des besoins trinitaires. La vie, vous accordez, vous permettez que quelqu'un vive. Parce que la vie, ce n'est pas l'homme qui la donne en réalité, ça vient de Dieu. Et tous ces besoins dont je suis en train de parler, ce sont des vitaux divins que nous, les hommes, nous approprions. La vie, la santé, le pain quotidien. Quand vous arrivez à assurer ça à quelqu'un, vous êtes en train de faire la grande partie de tout ce que Dieu, dans toutes les religions, demande. C'est sûr que quand on a le pain quotidien, on a la paix au quotidien. Maintenant, vous prenez ces pays qui se disent démocratiques,
Ils commettent aussi les mêmes erreurs que les pays qui sont taxés de non-démocratiques. Vous allez en France, les gens meurent de faim. Vous allez aux États-Unis, les gens meurent de faim. Les gens dorment dehors. Les gens dorment dehors. Vous allez aux États-Unis, on tue des gens pour gratuitement. Voilà, on tue des gens, on persécute des gens pour les idées et tout. Et puis vous avez l'affaire Edward Snowden. Vous allez en France, beaucoup de gens. La dernière fois, on n'a pas permis à Kémy Séba de parler. Voilà. Donc, il y a plein d'autres choses. Et puis, c'est dans ces pays où tu vois les gens dormir dehors. Voilà. Là, les SDF et consorts là. Il y a plein de SDF, des gens qui mendient pour manger, des gens qui sont, pour une raison ou pour une autre, expulsés de leur domicile, voilà. qui deviennent des gens qui n'ont plus rien du tout. Exactement. C'est des situations extrêmes quand même. Et voilà, on va vous dire que non, que c'est le système qui a fait ça, que c'est comme ça que ça marche. On a défini un système dans lequel l'homme même est exclu. On vous met toutes les lois, vous avez aux États-Unis, moi je l'appelle un pays de millions de lois, des lois qui sont même plus importantes que la population. C'est l'argent qui est le... Et quand vous prenez toutes ces lois, elles sont liberticides. Le peuple dont on parle, quand on nous parle du fait que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple, pour le peuple. La dernière fois, on a vu en France, le peuple était en train de manifester. Si c'était en Afrique, on aurait dit oui, c'est le peuple en train de demander ceci. C'est ça aussi, les Africains ne font pas. Les Africains aussi ne peuvent pas faire le protest sur les manifestations. Mais non, mais on en a fait. Et quand combien? Il y en a qui en ont. Il y en a qui en ont. Que l'Union africaine réagisse pour appeler la France à respecter les droits. À respecter les droits de population, oui, bien sûr. brutaliser les manifestants. J'ai vu des gens qui ont essayé de railler. C'est des parodies. Mais même si c'était des parodies, ce sont des réactions quand même. Mais maintenant, on veut par rapport à des médias, des grands médias. Est-ce que tu as vu Africa 24 en non, même si Africa 24 ou bien France 24, non, un média africain en particulier n'a pas fait. Moi, j'ai vu un média russe en faire et puis ça a provoqué un débat sur une chaîne française et les gens disaient non, l'angle qui a été pris, la façon dont les choses ont été traitées. Parce que le média russe en a parlé. Et qu'on parlait de poubelle. Et j'ai dit voilà, c'est la même façon que vous traitez les sujets en Afrique ou bien dans le reste du monde. Et vous taxez les gens de pays dictatoriaux. Ils ont un terme là. Qu'ils sont des démocraties et que de l'autre côté, c'est un pays... Ils n'utilisent même plus la dictature. Mais autocratique, alors autoritaire. Autoritaire, autocratique. Ils ont tous les concepts, tous les termes pour qualifier des gens qui ne réfléchissent pas comme eux. Déjà, en le faisant, vous êtes en train de les exclure. Ce n'est plus la démocratie. Personne n'oblige. À chaque fois, ils définissent des lois. Et puis, tout le monde ils enfreignent à ces lois-là. Et ils vous diront que ce sont les textes qui leur permettent d'enfreindre à des lois. Je dis, mais non, écoutez, nous sommes où là? Non, on a accepté la mondialisation, oui. Je vais juste vous donner un exemple là. Les opposants au régime en Afrique, bon, on les appelle opposants, mais au régime chinois, on les appelle dissidents. Dissidents. Et c'est l'Occident qui nous fait dire que ceux-là sont des dissidents. Ici, c'est des opposants. Voilà. Et eux, à leur niveau, ceux qui ne sont pas du parti au pouvoir. Ils sont gauche ou droite. Il n'y a pas d'opposition. Ils ne sont pas de l'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Ou c'est la gauche ou c'est la droite. Il n'y a pas d'opposition. Il faut qu'on commence par réfléchir à ce genre de choses. C'est-à-dire que nous ne regardons plus les médias. Vous êtes devant France 24, vous êtes devant France 2. Ne regardons plus les médias. Écoutons. Parce que nous aussi, nous avons fait les mêmes écoles. Et quand l'opposition, l'opposition africaine, trouve un compromis avec le gouvernement, ici, on traite l'opposition de vendue, mais eux, quand l'opposition trouve un compromis avec le gouvernement, on trouve que c'est la démocratie. Ben c'est clair qu'il en marche. Voilà. Mais le truc qui alimente aussi ça, ce sont les leaders d'opinion, les journalistes, qui ils reprennent les opinions diffusées par ces médias. Quand tu reçois des dépêches de l'agence France Presse, par exemple, ou bien d'autres agences, pour traiter une information relative à l'Afrique, on te parlera, si c'est une élection, le président dictatorial, autoritaire. Donc toi, le journaliste, tu prends la dépêche avec les termes, les adjectifs, tu qualifies pareil, toi aussi tu viens reproduire les mêmes choses. La vision mais je dis, de ces gars-là, c'est une erreur. C'est une erreur. Nous devons éviter d'utiliser ces adjectifs-là. Nous devons même éviter de prendre leurs informations. Nous devons pouvoir avoir des agences qui produisent l'information de l'Afrique, pour l'Afrique et pour le monde. Exactement. Tout ça, c'est nous. Moi, je ne leur en veux pas. Voilà, on ne leur en veut pas, mais aujourd'hui, comme ils ont c'est pourquoi je dis qu'on est en guerre. Quand quelqu'un a une puissance médiatique,
il peut influer sur les mentalités. C'est ce qui a été fait pendant des années. Ça va nous prendre du temps. Mais je sais qu'on y arrivera parce que c'est pour ça que dans le livre, en tout cas, de mon point de vue, j'ai fait en sorte qu'un dirigeant imaginaire puisse réussir. Pour moi, c'est une réussite. Maintenant, va-t-on qualifier ce qu'il a fait pour réussir de dictatorial ou bien de démocratique? Donc, ce n'est pas à moi de juger, mais c'est à ceux-là, aux lecteurs d'apprécier et tout. Et maintenant, au prime abord, quand les gens vont regarder, quand beaucoup de gens ont regardé le titre de l'ouvrage, ils ont tiqué. Ils disent, oh, peut-être que, me connaissant, je suis en train de vouloir piquer quelqu'un. Un dirigeant africain. J'ai dit, bon, comme si la dictature, c'est en fait dans nos gènes. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire que ça a été fait exprès. Je vais voir comment les gens vont réagir. Quand on parle de dictature, systématiquement, on voit l'Afrique, un peu l'Asie. Quand on parle de démocratie, systématiquement, c'est l'Europe, l'Occident. Quand vous prenez la première ministre française, Elisabeth Borne, qui était allée au Parlement, elle a utilisé le 49.3 pour passer en force par rapport à une loi. C'est démocratique, ça? Non, mais justement, je voulais parler de ça. Je suivais une émission, je ne sais plus si c'est en début de semaine ou fin de l'autre semaine. Il parlait de ce fameux 49.3. Et il y a un des chroniqueurs de l'émission qui dit, mais Emmanuel Macron, il pense que nous sommes en Afrique. Bah ouais, il a tout dit. C'est sorti comme ça. Il a tout dit, quoi. C'est dit que c'est l'Afrique. Voilà, en Afrique, l'Afrique, c'est à l'image de la dictature, de la force. Il pense qu'on est en Afrique. Voilà. Mais tu vois, c'est ce qu'ils pensent de nous. Donc, pour eux, on est des zozos, on est du bétail. Non. Et c'est aujourd'hui. Et nous-mêmes, là, on leur confirme ça. Je suis plus patriotique, plus africain que jamais. Il a suffi que tu sortes un peu. Oui, Dogo, là, il faut non, pas forcément. Mais la prise de conscience, la prise de conscience, c'est une grâce divine. Ce n'est pas parce que les gens... Bien sûr, parce que beaucoup de gens sont sortis avant moi. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu, cette prise de conscience? Beaucoup sont sortis et puis sont devenus plus radicaux parce qu'on aime comparer ce qui se fait ailleurs par rapport à ce qui se fait chez nous-mêmes, sans savoir qu'il y a même d'autres réalités. Parce que nous avons été phagocytés. Il ne faut pas qu'on s'en cache. Depuis mais même voilà. Dans le manuel scolaire. Donc, exactement. Maintenant, il est temps que nous-mêmes nous prenions les taureaux par les cornes et disons que bon, voilà, ça doit évoluer. Sur tous les plans. On ne va pas faire une révolution, on ne va pas réinventer la roue. Mais quand même, on peut partir sur certaines bases pour que nous devenions indépendants réellement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, que nos dirigeants ne reçoivent pas forcément des injonctions d'un pays quelconque pour apporter du bien-être à leur population. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive à couper. Et je crois que l'occasion même se prête très bien avec la guerre russo-ukrainienne. Les gens ont compris. Et tout ça, le Covid qui va perturber les équilibres. Exactement. Il faut dire, pas vous le dites, nous avons été phagocytés, mais je voudrais dire que nous laissons phagocyter. Bah bien sûr, tout ça, c'est nous-mêmes. Il parle tout de suite des injonctions que nos dirigeants reçoivent. D'ailleurs, mais partons de la base. Quand nous faisons nos élections en Afrique, on attend la bénédiction de l'Occident. On attend les observateurs internationaux. Mais est-ce que nous, on va observer pour eux? Voilà, quand eux disent que c'est bon, ou félicitations, on dit ouais, la communauté internationale a validé et ça passe. Donc, même les journalistes attendent ça. On attend, dit, depuis les résultats, les États-Unis n'ont pas encore réagi. La France n'a pas encore réagi. Il suffit qu'on dise que la France a envoyé message, combien tout a mis, on a d'accord, mais au long. Si la France est d'accord, c'est qu'on ne peut pas ne pas dire non. Exactement. Aujourd'hui, nos dirigeants doivent le comprendre. Il est temps qu'ils prennent leur indépendance. Pas que les dirigeants, mais le peuple, les dirigeants, les populations elles-mêmes. Le continent. Et puis, pour aller dans le sens de ma réflexion, je ne me suis pas appesanti simplement au niveau du changement de comportement de nos dirigeants, mais au niveau même de la population. C'est clair. Il faut que nous arrivions à changer de mentalité. Il faut que nous sachions déjà qu'on les blémier, que c'est beaucoup de propagande, que l'affaire de mondialisation, là, c'est bon, mais mondialisation... Bon, c'est bon, pas bon, pas l'endroit, c'est peut-être bon. Quand on reçoit l'information, parce que culturellement, il faut l'analyser, il ne faut plus prendre l'information et puis voilà. C'est-à-dire que, franchement, quand je réfléchis à tout ça, votre livre est le bienvenu parce qu'il faut vraiment une réflexion, moins un soubassement de réflexion pour que d'abord la classe politique
qui a le devoir de conduire le peuple vers plus d'humanisme, comprenne son devoir en tant qu'homme politique. La classe politique ne doit pas faire de la politique politicienne. Parce que la politique, d'abord, c'est pour le peuple. C'est ça, pour replacer l'homme au centre. Au centre de toutes les actions. Il faut beaucoup plus d'humanisme en politique. Voilà. Et parce que... Bon, est-ce que ça rime politique et humanisme? Oui, parce que quand le discours politique tourne autour du fait que... C'est-à-dire que quand on polarise le discours politique au niveau des actes et des comportements des hommes politiques, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est clair. On oublie l'essentiel. Et puis, c'est tout comme si on est dans un bateau, on ne sait pas là où on va. On est dans la mer est vaste. On est là, on est si là. on ne va pas ici, on va aller là-bas. On est là, on va quelque part, on ne sait pas. Et puis, quand on prend le concept même de la démocratie, on nous dit non que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple pour le peuple. Et donc, avec cette démocratie, on va aller vers le développement. Jusqu'à aujourd'hui, la Grèce, qui est le temple. C'est de la Grèce même que la démocratie est partie. Voilà, le foyer de la démocratie occidentale. Zéro. Comparativement au Qatar, là où on a fait le mondial. La dernière fois, quand on allait faire le mondial là-bas, beaucoup de médias français ont commencé par dire non, le Qatar n'est pas démocratique et tout. Mais le président est allé 2 fois. Deux fois. Il a même jubilé. Au même moment, c'est le Qatar qui finance les équipes en Europe. En Europe, le Paris Saint-Germain, ils n'ont jamais dit que non. Par le Qatar. Comme ce n'est pas démocratique, là, il ne faut pas que ça finance le football. Voilà. Là même, vous allez loin. Les stades qui ont été construits pour cette compétition-là. Mais il y a des entreprises françaises qui ont pris ces appels d'offres, qui ont travaillé sur les ingénieurs. C'était les Africains, les ouvriers, les Indiens, les ouvriers. Au même moment, ce sont leurs médias qui disent que on maltraite les ouvriers, que les Qataris maltraitaient. Or, ce n'est pas les Qataris qui construisaient les stades. C'est les entreprises françaises occidentales. Les Qataris étaient là comme des officiels. Eux, ils ont financé. Qui ont favorisé même les choses pour qu'ils puissent faire beaucoup de profit. Et puis le travail devait se faire sous la loi qatari aussi. Mais c'est les entreprises occidentales qui avaient les marchés et qui brimaient les ouvriers et dont on parlait. Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine qui, chaque fois, à chaque déplacement, dit oui, seront abordées les questions des droits de l'homme par rapport aux dissidents ouïghours, questions de Taïwan, la Chine, on fatigue les gens que la Chine. La Chine est-elle un pays non développé aujourd'hui, n'étant pas démocratique? Selon le concept occidental, il faut bien préciser, parce que la démocratie à géométrie variable, là, il faudrait qu'on arrête avec ça. La Chine est une première puissance mondiale aujourd'hui. La Chine, pour ma part, pour ce que je connais, pour moi, la Chine, si on veut parler même de démocratie, c'est la première démocratie dans le monde. Ils ont un plus grand nombre de populations, plus d'1,5 milliard de personnes qui vivent en Chine. Et donc, vous allez dire que ces milliards de personnes-là sont aussi bêtes pour laisser ce pouvoir les diriger pendant un bon nombre de temps. Non, mais ils ont compris à un moment donné qu'il faut de la stabilité. Ils ont adapté, ils ont accepté. Exactement, c'est leur façon de penser, c'est leur façon de gouverner. Pourquoi voudriez-vous qu'ils soient comme vous? Bon, ok, vous avez vu, quand la démocratie s'est levée pour s'exporter en Irak, qu'est-ce qu'on a eu? Le chaos. En Afghanistan, le chaos. En Libye, le chaos. C'est ça qu'on veut aujourd'hui pour l'Afrique. C'est-à-dire que quand ils vont à quelque part pour se déstabiliser, pour dire non, ce monsieur, il n'est pas démocratique, allons le dégager pour installer la démocratie. Au finish, on comprend que la démocratie rime tout simplement avec du vol de pétrole, avec le vol des richesses de ces pays-là. Réfléchissons. Prenons le temps de réfléchir et nous verrons qu'en réalité, ce qu'ils ont apporté comme concept de démocratie, c'est-à-dire, vous prenez pour l'Afrique en 90, quand c'est arrivé, nous étions dans une période charnière de notre développement. Mais ils sont arrivés avec ce truc-là, ils ont fomenté des coups et tout, et ça se tirait dans tous les sens. Oui, mais il faut aussi partir de quelque part. Comment c'est arrivé en Afrique? Il faut partir de quelque part. C'est la boule Maastricht. La boule, le discours de la boule. Où on invite les chefs d'État. Les chefs d'État étaient invités et puis Mitterrand leur dit, désormais, démocratie chez vous. Sinon, on ne vous aide plus. Voilà, c'est que vous devez comprendre. Beaucoup de gens, c'est pourquoi je suis en train de lancer le débat. Et la conférence, c'est pour le 5. Beaucoup peuvent passer à l'université, au village du Bénin, pour qu'on puisse échanger. Quand le discours de la boule était arrivé, ils étaient en train de démanteler l'URSS. Et donc, il faudrait que l'hégémonie occidentale puisse s'étendre encore davantage.
Entre-temps, c'était les mêmes qui fricotaient avec ceux-là qu'ils ont commencé par appeler dictature. Non, qui ont établi... Qui ont établi avec le système Focard et consorts. Qui ont établi. Et c'est eux qui ont établi ces régimes-là. Mais du jour au lendemain, ils disent non. Ils sont plus bons, ils sont des dictateurs et tout. Et non, on ne va pas les dégager, mais ils vont rester, mais ils vont changer, ils vont devenir on a dégagé démocratiques. Ça s'est passé avec Sassou Nguesso. Certains qui n'étaient pas dans les... Comme les Sénats, comme nous, écoutez, ça là, quand c'est arrivé, on dit voilà, on nous apporte la démocratie et tout. Est-ce que nous, nos populations, nous avions compris ça? On a cru que c'était devenu une guerre ethnique. Le président qui était alors au pouvoir, il faut s'attaquer à ses partisans. Et c'est comme ça, sur toute l'Afrique, surtout francophone. Les gens se sont entretués, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin même à côté. Mais vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous étiez vous étiez sur un chemin. Et puis on vous dit non, Bifike. Un chemin que vous... Sans mettre le clignotant. Et puis un chemin que vous avez tracé, que vous maîtrisez. Et c'est ce qui nous est arrivé. Et donc, personne ne comprenait, que ce soit les opposants, que ce soit les dirigeants, personne ne comprenait la façon dont les choses étaient en train de changer. Les gens étaient contents. Bien sûr, parce que vous ne pouvez pas faire l'unanimité. En tant que dirigeant, vous ne pouvez pas faire... Forcément, vous aurez des gens qui seront contre vous. Et donc, ceux-là qui sont contre vous chercheront forcément votre chute. Et quand l'occasion leur est donnée de prendre votre place ou bien de tout faire pour qu'ils prennent leur place, et quand l'Occident, celui-là que nous prenons comme référence, vient vous dire, bon voilà, je sais comment vous appuyer, alors que ils étaient venus juste pour saper notre évolution. Parce qu'il y avait un intérêt particulier chez vous. Ils ont vu la façon dont les États africains étaient en train d'évoluer. Bon, prenons, moi je ne vais pas commenter sur ça, mais prenons la période d'avant 90 et prenons la période d'après 90 et comparons par rapport au niveau de vie, par rapport à la façon dont les gens vivaient dans le pays. Faisons une analyse dépassionnée. Et voyons ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour... En fait, reprendre un nouveau départ. Il est temps pour que les Africains commencent par réfléchir, non pas sous le prisme de la façon dont quelqu'un va comprendre. Je ne suis pas à la conquête du pouvoir, je le dis clairement. J'ai des idées. Oui, bien sûr, c'est normal. Oui, mais en France, avant que beaucoup de gens n'aillent à la conquête de l'Afrique du monde, il a fallu que des auteurs sortent. Des Jules Ferry qui ont écrit, des gens qui ont écrit, ils ont émis des idées. C'est sur cette base-là qu'on nous a colonisés, on nous a esclavagisés, on continue de nous néocoloniser avec le terrorisme qui est en train d'arriver et financé de l'Occident. Il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots, n'ayons plus peur des concepts. Ce qui est en train de nous arriver, si nous ne nous réveillons pas, et c'est à nous tous, et si vous êtes leader d'opinion, vous êtes obligé, quand vous vous dites africain, panafricain, c'est le moment. Entre nous, on se connaît. Quelqu'un dit ça, entre nous, on se connaît. La façon dont nous sommes gouvernés, nous-mêmes, nous le savons. Mais je ne vais pas préférer que quelqu'un vienne imposer un système dans lequel je serai marginalisé, en sécurité, et puis un jour, complètement décimé. C'est ça ce que les gens sont en train de rechercher. Aujourd'hui, vous prenez le cas de la République démocratique du Congo. Ce pays est mis en lambeaux. C'est un scandale complètement... Pour que... Ils puissent se garder. l'or et tout ça. On fait tout pour diviser les Congolais. Du point de vue ethnique, du point de vue social, du point de vue sociétal. Jusqu'à quand? Non, mais maintenant, le truc, c'est... Il faut qu'on réfléchisse. Le truc, c'est... Oui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. D'abord, il faudrait comprendre ce que c'est que l'ordre mondial. Et là où on a placé les États africains. Parce que ceux qui il ne faut pas qu'on puisse placer les États africains. Il faut que les États africains même se donnent leur place. Non, ceux qui ont créé l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial, ont trouvé que les Africains doivent être au bas de l'échelle. Et on n'a pas le droit d'évoluer. C'est comme, et c'est sacro-saint. Tout ce que vous faites pour sortir la tête de l'eau est mauvais pour vous. C'est clair. Donc, quand vous êtes malade et que vous tendez toujours la main pour qu'on vous donne des miettes, là, on dit que vous êtes apprécié, vous êtes de bons élèves. Et là, l'Africain doit comprendre que nous ne sommes pas des sous-hommes et que nous avons aussi nos manières de faire pour évoluer. Exactement. Quand Mobutu parlait de l'authenticité et de revenir à nos propres noms et autres. Ce que la démocratie a tué, quand tu dis démocratie, quand
les années 90 sont arrivées, la première des choses, c'est qu'on est revenu avec nos prénoms importés. Parce que l'autre ne les arrangeait pas. Oui, alors qu'on ne peut jamais appeler un Chinois Michel. Est-ce que tu as déjà entendu Jean-Michel ou bien Nahui Jean-Paul? Jean-Paul Nahui. À part les gens, les habitants de Hong Kong. À part, et puis tes soeurs peut-être qui sont dans des familles... Oui. Non, pas forcément. Même chrétien, il lit au Nanaïlo. Pourquoi Jean-Paul lit quoi? Et nous, ou alors un Chinois, une Chinoise qui épouse, ou alors un Chinois qui épouse une Française, des fois, il peut lui faire la fleur de l'huile, de la laisser me donner un nom. Sinon, toi, tu as déjà vu Jean-Paul lit un jour? Non, moi, j'ai vu Jean-Marie Matela. Maintenant, nous ici... Tu n'as pas vu Bruce Lee? Il y a filmé là, il y a ça au film là. Non, c'est ça. Là, nous ici, la première des choses qu'on bâcle, c'est nos prénoms. Et la deuxième, c'est que on trouve que notre culture n'est pas bonne parce que la religion qu'on nous a imposée dit que notre culture est satanique, où se trouve Satan, c'est pas. Et on nous a fait comprendre que tout ce qui est noir, c'est diabolique. Voilà. Et le diable est dessiné en noir. Et puis le bon Jésus est en blanc. Et nous, on est noirs. Et on nous dit que nous sommes les descendants de Cam. Et Cam est celui qui est maudit. Il a été maudit. Et on nous a jamais dit que Samori Touré, ou je ne sais pas, Samori Touré, Bambemba et autres ont fait des prouesses dans leur vie. Non. Et ils ne nous ont pas jamais dit que l'Afrique avait sa déclaration universelle des droits de l'homme. Avant la déclaration, on avait la charte du Mandé. Avant cette charte, personne ne nous a dit. Tout ce qu'on dit, c'est que nous, on est, pour pouvoir évoluer sur ce continent, il faut trahir son prochain. Voilà. C'est ça, et les histoires de nos empires en Occident, là, en Afrique de l'Ouest, on s'est rendu compte que les successions ont été toujours faites par la trahison. Même quand on prend Béhanzin ici, il a été trahi. Samori Touré a été trahi, ainsi de suite. Donc, même la RDC dont vous venez de parler, le cas a été trahi. C'est comme ça. Et son ami Lumumba, c'est une histoire de trahison. Donc, nous devons penser quoi. Ça va faire rigoler certains. Vous vous rappelez, il y a une phrase, je crois, dans l'ancien hymne que nous avions chanté entre-temps. Les règlements de... Non, c'est-à-dire que quand vous êtes divisés, l'ennemi s'infiltre dans nos rangs pour nous exploiter. L'ennemi s'infiltre dans nos rangs pour nous exploiter. C'est tellement vrai. C'est une façon de dire la chose, mais aujourd'hui, en Afrique, nous offrons beaucoup de place à ce genre de division. Nous n'offrons pas de la place. Nous avons dit que nous invitons, ennemis, tu es là, viens. Je me lève, assois-toi. Voilà, donc on sait faire ça. Dans nos familles, et je dis souvent quelque chose, dans le livre, j'en ai parlé, dans nos familles, nous avons certaines façons de réagir. Et quelqu'un a dit que la société est à l'image de la famille. Après, nous critiquons ceux qui nous gouvernent. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils viennent d'où? Prenons chacun d'entre nous. J'en fais partie. Chacun d'entre nous, dans son coin, est tributaire de ce qui est en train de nous arriver. Parce que quand vous êtes aigri, quand vous êtes hypocrite, quand vous êtes méchant, perfide, et tout, quand vous allez grandir ou bien vous aurez l'opportunité de faire certaines choses. De diriger, vous allez répliquer la même chose. Vous allez répliquer les mêmes choses et même aller au-delà. C'est parce que quelqu'un a dit tout à l'heure, l'occasion n'est pas donnée. Voilà, ma poigne, je ne veux pas. Quelqu'un dit ça. Mais quand on est là et on dit, bon, ok, je vais prendre sur moi, je vais faire cet effort-là de cultiver l'amour du prochain. Et je vais le faire sincèrement. Je vais faire l'effort d'accepter l'autre, qu'importe d'où il vient. Nous sommes africains. L'ethnie, tout ça là, ça n'a pas de sens. Et mon ami qui évolue, je n'ai pas besoin de le jalouser. J'ai besoin juste de l'apprécier et de demander conseil. De prendre conseil. Voilà. Peut-être qu'il va prendre l'exemple sur lui. Dans nos sociétés, il y a tous ces germes-là. Et nous voulons le développer. Le développer, c'est d'abord personnel. Non, si on veut se développer, d'avoir développement comme avoir. On doit arrêter certaines choses. Je parle de ces petits trucs-là, mais c'est fondamental. Non, mais c'est clair. Moi, je donne juste l'exemple là. Vous êtes, par exemple, nous trois, ou nous quatre, nous sommes des frères et sœurs d'une même famille. Gracia, elle est née. Voilà. On va quelque part, on nous donne 1000 francs à partager en quatre. Et Boya, il dit, je suis l'aîné.
Là, s'il est honnête, il vous dit que, puisque peut-être c'est lui seul qui a pris l'argent, on ne sait pas combien il a pris. S'il est honnête, il ne vous dira même pas. Voilà, s'il est honnête, il vous dit, on nous a donné 1000 francs, mais je suis l'aîné. Je vais prendre... 400. 300. Non, il a dit, je vais prendre 500. Ah, wow. Et vous autres, vous êtes débrouillés avec 500. S'il est honnête, ça. Maintenant, s'il n'est pas honnête, il prend tout. Il prend tout. Ou il va vous dire, s'il est à moitié honnête, il va vous dire, on nous a donné 500. Il a dit, il a pris 500. Il a dit, on nous a donné 500. Vous allez encore partager 500 en 3. Et il va prendre 200. Il a mis 150. Et ça, un monsieur comme ça, ou une dame comme ça, quand on va le mettre à un poste de responsabilité, vous pensez que il sera juste dans la distribution de la richesse? Non, même pas. Non, c'est vrai. On incrimine. On fait trop d'incriminer les autres que le Yovo, le Français qui nous dit le machin, oui, c'est vrai, ils ont leur part. Oui. Mais depuis qu'on crie qu'ils ont leur part, ça, c'est bon maintenant. Travaillons sur nous-mêmes. Et travailler sur nous-mêmes, ce n'est pas une affaire des hommes politiques, de machin seulement. Comme on le dit, c'est chacun à son niveau qui doit réfléchir autrement aujourd'hui. Il y a trop de repenser l'éducation que nous donnons, repenser les relations humaines. Oui, grâce à vous rigoler un peu. Il faudrait que les gens ne prennent pas des ministres pour des milliardaires. Exactement. Quand on te nomme ministre, ce n'est pas de la richesse qui vient dans ton village. Exactement. Il faudrait automatiquement penser que... C'est pas le ministre qui pense ça, hein? Non, c'est les gens de son village qui pensent que c'est ça. Et quand le ministre vient au village, par exemple, où vous imaginez le ministre, par exemple, il se réveille le matin, il y a au moins une centaine de personnes sur sa terrasse pour demander quoi? De l'argent. Le ministre a trouvé l'argent où? C'est ça. Son salaire ne peut même pas suffire, mais il est obligé de faire des gestes, des dons, et il trouve l'argent là. Il va prendre ça où? Donc ne prenez pas des ministres pour des milliardaires. Ils sont des hommes politiques, ils ont leur salaire, et puis ils gèrent leur vie. Ils sont au service du peuple. Oui, mais quand vous mettez ce genre de pression, et vous voulez trouver un job, vous prenez votre dossier pour aller demander un ministre de vous faciliter. Sous les sept, ça ne marche pas. Tu m'étends encore une autre prêche par rapport au job. C'est-à-dire, mon ouvrage ne parle pas forcément que de ces choses dont nous sommes en train de parler. Ça a abordé pratiquement plusieurs aspects. Oui, de la société. Du point de vue professionnel, nous sommes mal formés. Nous sommes très mal formés. Nous avons une jeunesse qui déborde d'énergie. La dernière fois, j'étais sur le campus, je voyais ces jeunes, je me dis, waouh. Quand vous dites mal formé, c'est en quoi? C'est par rapport sur les thématiques, les secteurs sur lesquels on forme? En tout. Il faut repenser l'éducation parce que vous prenez la façon dont nous éduquons, enfin, on forme aujourd'hui les jeunes étudiants et tout. On va vous dire, bon, voilà, vous êtes dans la filière littéraire, vous y restez, et puis bon, le débouché, personne n'y pense. Aujourd'hui, de plus en plus, quand même, on pense à cette adéquation de la formation, de l'emploi, pour ne pas déverser sur le marché des ressources, de la ressource humaine qui ne sera pas utilisée. De plus en plus, il y a des filières qui sont fermées, voilà. Il y a d'autres qui sont rouvertes en fonction du besoin sur le terrain. On me parle de filières. Il y a des Moi, choses ce que comme ça je dis, je parle de la formation. C'est-à-dire que normalement, que vous soyez dans la filière technique ou dans la filière littéraire, chacun, je dis bien chacun, de tous les apprenants, doit savoir manier, d'avoir une compétence manuelle. Non, vous voulez dire qu'il faut qu'on arrête d'avoir des ingénieurs en informatique qui n'ont pas d'ordinateur privé? Pas forcément. Pas forcément. Non, c'est affirmatif. Il a fait un cursus fini en ingénieur télécom et informatique. Ce qu'il veut dire, c'est qu'un étudiant qui évolue, par exemple, en droit... Donne-moi la parole. Aujourd'hui, on se rend compte que les diplômés qui vont en Occident n'exercent pas un métier par rapport à leur diplôme. Exactement. Ça voudrait dire qu'en Occident, on n'a pas besoin forcément de diplôme pour bien vivre. Voilà. Maintenant, ceux qui font de grandes études jusqu'au doctorat et autres, c'est des chercheurs. Mais la base n'a pas besoin forcément d'aller à l'université ou d'avoir une maîtrise en linguistique. Un homme politique a dit dans ce pays un jour que ce n'est pas tout le monde qui doit aller à l'université. On l'a mangé. Et pourtant, le gars, il n'avait pas vraiment tort. Vrai. Il n'avait pas tort. C'est vrai. Aujourd'hui, on pense de plus en plus à ouvrir des collèges techniques et les IFAD là, qui sont ouverts, des instituts de formation en alternance, et tout ça, ce que moi je dis. En l'élevage,
en bâtiment, en pisciculture, tout ça, c'est des problèmes techniques. Comment vous arrivez à déceler ces jeunes-là ou bien ces personnes-là qui vont arriver dans ces instituts? Ça doit commencer dès la base. Oui. Donc ce que moi je suis en train de dire, il faudrait que déjà même à l'école primaire, qu'on inculque à l'enfant les travaux manuels. C'est-à-dire, pratiquement dans tous les niveaux. Vous voyez, nous sommes en train de parler de l'Occident, on les prend toujours comme référence, on est devenu obligé. Mais on peut réfléchir autrement. C'est-à-dire que quand vous prenez la façon dont ces pays sont construits et nous les font miroiter d'une façon ou d'une autre, nous devrions comprendre que la base, c'est les travaux manuels. Il faut vous construire un pays, que vous soyez intellectuel, littéraire ou intellectuel dans le génie technique et tout, il faut que vous ayez les deux aptitudes. Que quelqu'un, un ingénieur informatique, puisse savoir manier la langue, les langues, je veux dire, et que celui-là qui est littéraire puisse avoir aussi une aptitude professionnelle, soit dans la maçonnerie, dans la menuiserie. Il faudrait qu'il sache faire quelque chose. Parce que, au finish, qu'est-ce que nous cherchons? Si je vais travailler, j'ai quand même ma formation, j'ai fait une formation durant mon cursus scolaire. J'ai fait des formations en menuiserie ou bien je me suis spécialisé dans un domaine. Et j'ai dit, bon, je vais devenir enseignant littéraire. D'accord, libre à moi. Mais le jour où je n'ai plus cette envie, je voudrais faire autre chose, je ne vais pas chômer. Ou bien alors, le jour, ce n'est pas que l'envie, le jour où l'opportunité ne se présente pas, que tu puisses être l'enseignant que tu veux être, tu ne chômes pas en attendant. Tu as d'autres aptitudes à développer, d'autres compétences à faire valoir. Et donc, c'est ce que moi, je suis en train de proposer. Et puis, je parle du fait que, normalement, on devait instaurer le service militaire obligatoire. Et ce service militaire... Ça ferait revenir quand même beaucoup de civisme au sein des populations. Exactement. Et ce service militaire ne sera pas que le volet maniement des armes et tout, ce dont je suis en train de parler, que ce soit le plan santé, le plan du génie civil et tout, les jeunes à un certain âge, vous faites une pause de 2 ans, que vous soyez à l'université ou pas, vous faites une pause de 2 ans. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut des citoyens qui sachent construire un pays sur tous les plans. Donc, vous faites cette pause-là, c'est le service militaire, ça deviendra, comme Elise vient de le dire, ça deviendra un service civil qui permette à ces jeunes valeureux, parce que c'est en ce moment qu'on a besoin de ces jeunes-là. On dit qu'il y a inondation quelque part, on prend l'armée qui doit servir à protéger le pays, on va prendre une partie de ces gens-là pour aller sur le terrain, alors qu'ils sont insuffisants. Et ils manquent de matériel et tout. Alors que si on avait les jeunes qui étaient dévolus au service militaire, ils pourraient rapidement aller prêter volontaires comme ça. Main forte. Et puis plein de choses. Vous voyez la menace terroriste qui est en train de nous faire chaud, de nous menacer aujourd'hui. S'ils avaient ce genre de service aujourd'hui, vous prenez un État comme Israël, quand ça chauffe, on fait appel aux réservistes. Aujourd'hui, dans la population, d'ailleurs même, ces gens-là l'aident déboutés depuis fort longtemps parce que la façon dont ces jeunes ont été formés, il y aurait beaucoup de gens d'entre eux qui deviendraient des forces d'autodéfense et qui mettraient vraiment à mal ces gens-là qui viennent. Et puis, c'est des gens peut-être, par rapport au service dont vous parliez là, c'est des gens qui sont plus informés sur la valeur civique, qui sont plus informés sur la protection, l'amour de la patrie. Et donc, l'ennemi n'aurait pas pu facilement infiltrer des milieux, des villages pour pouvoir recruter des jeunes, profitant peut-être du terreau, de la pauvreté, non. Même si la personne est pauvre, elle est fière, elle est digne. Elle se dit non. Par rapport au service militaire civil que j'ai fait, je sais que le pays se protège et puis on leur aurait appris des tactiques pour... Voilà, moi, sincèrement, c'est trop important d'instaurer un service... Bon, si on l'appelle pas militaire, disons service civique, obligatoire pour tous les jeunes. Il faut dire les choses, c'est le service très important. Vous atteignez on apprend la discipline, l'organisation, la rigueur, le respect du drapeau du pays, le respect du bien public, le respect... Il y a tellement de choses c'est que ça va permettre de reformater une certaine génération. C'est très important. C'est pourquoi je parle de formation. Il faut que nous arrivions à former des citoyens. Quand on forme un citoyen, c'est-à-dire sur tous les plans, il fonctionne comme un soldat. Il est prêt à servir.
Donc, il faut que les moyens aussi suivent. Hein. Je ne dis pas que, bon, voilà, on va juste les jeter en pâture à quelque part sans qu'on leur donne les moyens. Non, ce n'est pas ce dont je suis en train de parler. Puis, je ne suis pas en train de calquer les choses sur un pays africain particulier. Tout à l'heure, dans ta présentation, tu as bien parlé du fait que nous sommes dans un pays imaginaire. Donc, ce dont moi j'ai parlé dans cet ouvrage, c'est un pays que j'ai choisi comme ça, au hasard. Il peut y avoir des similitudes avec certains pays. Mais quand vous allez oui, des similitudes. Mais quand vous me dites que ce pays s'appelle Togati, bon, je ne sais pas pourquoi ça doit commencer par T en haut. Togati, je ne sais pas si tu vois un pays qui s'appelle comme ça. Jamais, j'ai jamais vu. Je ne connais pas de pays dont le nom commence par T, ni de O, ni de G. Togati, il y a le Tonga, hein. Tu ne connais pas le Tonga? Je connais aussi, c'est ça. Un petit pays d'Afrique situé au nord de l'équateur, à l'ouest des pyramides égyptiennes. Voilà. Donc, je ne me retrouve pas. C'est dans mon imagination. C'est-à-dire que faut chercher. Des fois, quand je cherche, je localise ça vers mon cerveau gauche. Et puis après, ça repart vers le cerveau droit. C'est normal. C'est normal. Parce que quand tu prends l'Afrique subsaharienne, tu prends la façon dont les choses évoluent dans ce pays, tu mets dans pratiquement tous les pays de l'Afrique subsaharienne, tu vas t'y retrouver. On replaque Nous vivons pratiquement les mêmes réalités. Et je peux te faire une confidence, comme tu cherches, je sais que tu cherches à savoir, le livre a été inspiré en réalité par le coup d'État au Mali et en Guinée. La chaîne de coup d'État, tu veux dire. Là, donc, quand ça a commencé, j'ai dit, bon, d'accord, les militaires, ils se disent qu'ils veulent mettre fin à un des autres, comme ils disent. Et puis après, qu'est-ce qu'on aura? Donc, c'est là que j'ai commencé par réfléchir. Et puis, pendant cette période, comme tout le monde avait fait une pause à cause du Covid, j'étais là désœuvré, je ne faisais pratiquement plus rien. Dans mes idées, je devenais de plus en plus aigri aussi par rapport à ce qui se faisait un peu partout dans le monde. Donc, je pondais quelques chroniques sur ma page que j'ai laissé tomber parce que je ne suis plus sur Facebook et consorts, je suis plus sur les réseaux sociaux parce que ça devenait toxique. C'est toxique. Mentalement, je n'arrivais plus à supporter certaines choses. Donc, je dis, bon, d'accord, je ne peux plus écrire le journal qui paraissait aussi en dents de scie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est comme ça que j'ai commencé par écrire. Accoucher le livre. Mais le premier jour, ça n'a pas été facile parce que quand je me suis mis dans la peau d'un dirigeant, ouf, tout est venu, tout s'est écroulé immédiatement. C'est comme si je devais porter toute la misère d'un peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par où commencer? Ces gars-là, je ne les envie pas. Hein. Donc c'est là que je... Mais je vais devenir ça. Bon, je te le souhaite. Je serai là même à moi, côté. Quand j'ai compris la galère dans laquelle beaucoup sont aujourd'hui. Une belle galère. Et écoutez, c'est pas facile. Allez, votre livre, il est bien fait, il est sectionné. Hein. Vous avez pris différents aspects de l'organisation d'un pays. Déjà, on voit la naissance d'un leader. Et le leader, il s'appelle Kadaed. Mais sa photo ressemble étrangement à la photo, je pense que c'est sa photo, non? Son portrait ressemble étrangement à un monsieur que j'adore, que j'aime beaucoup. On va voir si on peut le voir. Déjà, comme ça, même au loin, vous percevez la chose ou bien. Au quoi, alors? Quelqu'un a dit... Oui, je le connais, c'est Kadaed. C'est Kadaed, non? C'est un piège, en fait. Quand les gens vont voir, je sais qu'ils vont penser à... Non, c'est pas Thomas Sankara, c'est voilà, Kadaed. bon, c'est Kadaed. Ça lui ressemble, je ne peux pas le dire. C'est un peu sa vision. Pas forcément, mais pour ma part, c'est-à-dire que on ne doit pas forcément aller dans ce qu'il a, dans la façon dont il a fait. Il a fait. Et dans la façon dont il a pensé les choses, il a mûri les choses, oui, mais dans l'exécution, avec tambour battant, non. Donc, il y a autre chose derrière l'image. Il y a 3 images qui sont là. Donc, il va falloir faire très attention. Mais après, après, quand j'ai vu, on peut revoir, quand j'ai vu l'image et puis j'ai vu tous les gribouillis qui sont devant, je me suis dit quand même que c'est pas une écriture claire. Donc, c'est une partie de la personne et puis un œil qui est clair et l'autre qui est un peu flou. Voilà. Donc, je dis que on prend une partie de sa vision
Il y a une autre que, bon, pour dire, il y a le yin et le yang, il n'a pas tout fait, il n'était pas parfait. Donc prenons de lui ce qui était bien. Tu as fait un effort, mais il y a une autre image là-bas. Ok, allez-y. Il y a une autre image dans notre personnage africain et une autre qui est aussi africain, mais qui n'est pas du continent forcément, mais qui a ses origines africaines. Donc j'ai essayé de mélanger tout cela pour dire, en réalité, pour que nous ayons un leader qui a fait ce qu'il a fait dans le livre. Voilà, il faut prendre plusieurs. Voilà, il s'est inspiré de beaucoup de choses qui ont été faites, que ce soit par rapport à Thomas Sankara, par rapport à Lumumba, par rapport à Lumumba, les fous. Lumumba est quelque part. Il y a même Obama là-bas. Ah oui, comme il est filé. Donc c'est plein de choses, plein d'idées qui donnent une certaine fierté aux Africains, à Kadaet, pour qu'il puisse implémenter ce qu'il a fait. Et voilà. Allez, son pays, puisque nous avons envoyé spécialement Pape Koudio pour faire un reportage à Togwati, le pays que dirige Kadaet et où les habitants sont heureux. Donc, il a fait un reportage sur les religions qui, là-bas, sont au service du développement. Pape Koudio, dans son journal, a fait un reportage également sur l'organisation du secteur public, sur le système de santé et assurance maladie universelle pour tous. Il a fait un reportage sur le service militaire obligatoire. Il a fait un reportage sur l'armée, reportage sur la construction et l'aménagement du territoire, sur l'assainissement, qui est le miroir. J'aimerais bien qui est le miroir du Togati. Qu'on s'attarde un peu sur la construction et l'aménagement du territoire. Du Togati? Oui, parce que je ne sais pas ce qui est écrit, mais il y a un fait qui m'horripile, c'est que avant à Lomé, il y avait les TP qui sillonnaient les rues avec les rageurs là, qui remettaient à niveau les nids de poules sur les routes secondaires et autres. Et maintenant, avec le système, les normes, il faut appel d'offres, il faut des BTP et autres, si bien que les travaux publics apparemment n'ont plus d'engins pour raser les routes. Et moi, ça me pose un problème. Apparemment, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis ou c'est apparemment les travaux publics... Dans l'ouvrage à Togati, ce problème a été résolu parce que... c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être fier. Il faut prendre un visa pour aller dans ce pays. Et Togati... Comment ça a été résolu? Le visa, c'est le livre. Vous prenez le livre et vous y serez. Et comment ça a été résolu? Je ne vais pas tout décliner. Quand les gens vont acquérir l'œuvre, ils le sauront. Et puis, ils n'ont qu'à venir au débat le 5 avril. C'est ça. Allez, moi, je vais tout vous dire. Vous savez, à Togati, il a été mise en place une unité spéciale dans chaque district, subdivisée en zones de 2 km² à la ronde. Voilà. Donc, ce qui permet de mobiliser les forces vives de ces milieux au moment opportun. Et les jeunes de chaque zone... Tu vas payer le droit d'auteur. Pour ce qui concerne la réalisation des travaux d'intérêt public, donc, les jeunes... Ils sont sollicités, donc ce qui a réduit le taux de chômage de 90% déjà parce qu'il y a de la main-d'œuvre pour construire toujours le pays. Et les travaux sont réalisés en fonction des besoins ou des urgences. La capitale s'appelle Lomnachi. C'est ça. Voilà, et en fait, les zones difficiles d'accès ont été pavées de sable, de ciment, d'eau et tout ça. C'est-à-dire que c'est... Les travaux qui ne va pas aimer Togati, puisque Carrefour, donc forcément, le pays riche, on l'aime toujours. C'est ça. Moi, je pars toujours sur cette base-là. Avec quoi et puis là-bas, surtout, à Togati, les terrains ont été déclarés propriété de l'État. Double vente, triple vente. Les terrains là-bas sont propriété de l'État. Et quoi? C'est fini. Il faut qu'on en arrive là aussi. C'est l'un de nos problèmes. Non, on trouvera toujours un arrangement. C'est-à-dire que... Tu vois, quand on veut faire, on dit on ne fait jamais d'omelette sans casser des œufs. Mais il va falloir aussi qu'on soit sincère avec la population. Donc, je ne sais pas comment est-ce que dans ce pays, au Togo, ça va se faire. Mais je dis à Togati, ça a été fait. Donc, si les gens veulent s'inspirer de ce qui a été fait à Togati, bon, ils peuvent s'en inspirer et le faire. Et s'ils veulent, moi, à mon avis, je peux le leur donner. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire la façon dont ça va se faire. Mais ailleurs, ça a été fait. C'est-à-dire, vous allez dans des pays où, comme Lise vient de le dire, la terre appartient à l'État. Et les morcellements, les achats se font
auprès de la mairie ou bien enfin, d'une institution préétablie. Dédiée. Maintenant, vous n'allez pas construire comme vous voulez. Vous n'avez pas une autorisation. Au-delà même de l'autorisation, c'est-à-dire qu'il y a un plan. On va être sur le plan, pareil. Voilà. Yahweh. Le plan que vous allez construire là est déjà établi. Vous prenez le plan et vous allez exécuter. Vous pouvez chercher vous-même les matériaux. Le matériau ici, tout est décrit, c'est-à-dire que la façon dont vous allez construire est là. Donc les matériaux, vous pouvez aller les payer comme vous voulez. Vous pouvez choisir le conducteur de travaux que vous voulez. Mais par rapport à l'assainissement, par rapport on parlait de l'aménagement. À la voirie tout et tout cela, ça. c'est-à-dire tout ce que vous allez faire pour que, après avoir construit, il n'y a pas de problème de salubrité. Il y a pas vous n'allez pas brancher vos toilettes dans la lagune, par exemple? Non. C'est-à-dire il y a déjà des canaux disponibles. Donc vous allez juste brancher le vôtre. Donc il y a, avant même le démarrage de construction, vous avez des bornes d'électricité, d'eau, d'Internet. Ça, c'est une trilogie dans ce pays-là. Eau, électricité, Internet, ça va de pair. Donc, vous ne pouvez pas vous lever et puis vous dire « Ah, je vais aller construire quelque part et vous aurez des problèmes. » Donc, quand vous avez les moyens, vous allez. Maintenant, quand vous payez la parcelle, il y a aussi des taxes à payer après. Donc, il le faut, parce que pour construire le pays, il faut des taxes. Mais le truc, c'est que ce ne sont pas des taxes exorbitantes. Parce que dans certains pays, il y a tellement de taxes que les impôts sont en train de tuer l'impôt. On n'a pas besoin à chaque fois de créer des taxes. Non, mais il y a des taxes quand même vitales. Il faut quand même que les concitoyens soient conscients du fait que pour que vous ayez tout ce dont on est en train de parler dans le livre, parce que ça a été donné gracieusement, parce que les taxes, c'est qu'en retour, il y a des taxes qui vont être... On ne peut pas vous brancher et vous allez refuser de payer l'électricité, vous allez refuser de payer de l'eau, vous allez refuser de payer l'Internet. Ce n'est pas possible. Mais beaucoup de travaux ont été faits en amont. Et l'État sait que sur des années, il va récupérer. Donc, c'est comme ça que ça se fait. C'est un investissement forcément. C'est un investissement. Et donc, quand vous investissez bien, avec un bon suivi et une bonne gestion, parce que tout ce dont un État a besoin, j'en ai parlé, c'est-à-dire la corruption, comment est-ce que ça a été jugulé, les problèmes de salaire. Moi, je veux parler d'un facteur majeur pour les pays africains qui, avec l'éducation, est la clé du développement, l'agriculture, je dis. Alors, comment est-ce que Kadaïed a réglé le problème de l'agriculture? Le nord et le centre de son pays bénéficient de techniques d'irrigation grâce aux panneaux solaires. Dévié à Djoelo, il est loin. La pluviométrie, donc, n'est plus un facteur, un indicateur de productivité, de rentabilité agricole, puisque l'eau a été maîtrisée dans les villages spécialisés dans diverses productions agricoles, donc riz, maïs, sorgho, manioc, haricot, igname. Des machines agricoles municipales sont disponibles gratuitement pour tous travaux, allant du défrichage à la semence, en passant par le sarclage et la récolte. Donc les houes, les dabas, les charrues et les trucs là du temps de nos grands-parents sont restés dans le temps de nos grands-parents. Aujourd'hui, c'est donc des techniques de culture semi-modernes ou modernes qui sont mises en place à Tongouati sous l'ère de Kadaïed. Et donc les jeunes qui décident d'embrasser le métier d'agriculture, ils vont, mais vraiment par passion, avec classe et grand intérêt, parce qu'ils ne seront plus fatigués, machin, que agriculteurs paysans, ils ne sont plus la risée, mais de quiconque. Leur métier est rentable, productif, éclatant. Donc c'est des agro-businessmen. Il faut arriver à l'agro-business. C'est ça, à Tongouati. Non, l'Afrique, toute l'Afrique a besoin de ça. Je viens de vous parler du Mali. Je n'ai pas les réalités maliennes, mais j'ai des réalités au Togo, j'ai des réalités au Ghana, des réalités au Bénin, au Burkina Faso, des pays que je visite de temps en temps. Et donc, tout cela m'a inspiré. J'ai dit, mais quand vous voyez, je suis fils d'enseignants, mais qui ont fait de l'agriculture, j'ai fait des champs. Et la souffrance qu'il y a à faire des champs aujourd'hui. Laisse tomber. Les sillons, les buts, et tout ça, on en a fait. Donc, moi, avec mon papa en tant qu'enseignant, ma maman en tant qu'enseignant, nous avons fait beaucoup plus les plateaux. Et avec les affectations, ce sont des zones rurales dans lesquelles nous nous promenions. Mais on fait ça encore aujourd'hui. Bien sûr. C'est que tu avais fait en ton temps, dans le temps de ton temps là. On fait encore ça aujourd'hui. On le fait aujourd'hui. Mais ça peut changer. C'est une question de volonté. Et moi, aujourd'hui, ce que je dis,
nous voudrions couper avec les autres. Qu'est-ce que nous proposons? Il faut que nous prenions le taureau par les cornes. Il ne faudrait pas que nous les attendions toujours. La Chine, je le dis encore, c'est une opportunité pour l'Afrique. Les Chinois ne fonctionnent pas comme les Occidentaux, où quand ils veulent vous apporter des aides, c'est un technicien qu'ils envoient. Et donc, avec tous les moyens, vous allez le prendre encore en charge, vous vous rendrez compte que s'ils disent qu'ils vont vous donner 1 milliard de francs CFA, avec la prise en charge du technicien, tout le matériel que vous allez payer, plus de 500 millions sont partis encore en France. Ou pas 500 millions. Quand ils vous disent qu'on va vous offrir un bâtiment ou bien des travaux publics à 1 milliard, c'est que les travaux coûtent 10 milliards. Donc, si vous prenez vous prenez les Chinois, ils disent, nous avons fait cette révolution industrielle. Comme je viens de le dire, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Il y a le matériel chez nous. Nous aussi, nous essayons de créer davantage. Franchement, bon, eux, ils viennent avec toute la main d'œuvre. Non, pas forcément. Toute la connaissance, tout le matériel. C'est l'erreur. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont compétents dans leur domaine. Je prends dans le domaine de l'agriculture, il y a beaucoup de jeunes qui veulent évoluer dans ce domaine-là. Il faut leur donner des moyens. Il faut juste aller chercher des machines. Dans plusieurs domaines, c'est les machines. Les gens ont besoin simplement de machines. Il y a des machines dans tout. Et puis de petits moyens d'accompagnement. Ils vont évoluer. Et maintenant, après, on ne va pas être dépendant aussi de leurs machines. Il faut que nous commencions par fabriquer. Et j'en parle dans mon livre. C'est-à-dire qu'à Togati, c'est devenu un pays où on produit des véhicules, on produit de tout ce dont on a besoin. On ne monte pas. On produit. On produit. Vous prenez, je prends l'exemple du lycée technique du Togo, à Dido Gomé. Depuis que le volet, en fait, la filière mécanique existe, je ne sais pas si jamais on a pu fabriquer un véhicule made in Togo dans ce lycée. Et il y a plusieurs... Oui, mais il y a de nombreux jeunes. Des jeunes qui n'ont pas fait le lycée technique. Il y en a qui ont fait, il y en a qui n'ont pas fait, mais qui sont des talentueux. Je dis, les jeunes là n'ont pas fait, miraculeusement, ils n'ont pas fait le lycée. Ouais, vous comprenez que si on veut vraiment transformer ces unités-là, on dépasse même le fait d'aller prendre des cours et puis de les bûcher pour avoir le diplôme. Voilà, j'en viens. On parle de diplôme maintenant. On a formé beaucoup de diplômés, en fait. Dans nos pays africains, on a formé beaucoup de diplômés, mais on n'a pas formé des compétents. Des gens qui sont capables de produire quelque chose. Non. Vous allez à l'école, vous finissez votre cursus, on dit, bon voilà, c'est un impétrant, il vient d'avoir son doctorat, il vient d'avoir sa maîtrise. Maîtrise en quoi? Il n'arrive pas à fabriquer ne serait-ce qu'une aiguille, une feuille. Mais il est fier. Et puis, ce sont ces personnes-là qui aiment stigmatiser beaucoup plus les autres. Appelle-moi docteur, s'il te plaît. Ceux qui font les travaux manuels, c'est-à-dire le maçon, le menuisier, les ouvriers là, c'est pas des quelqu'un. Sont relégués c'est pas des quelqu'un. Dans mon livre, j'ai dit... Arrêtez-moi ça. Les étudiants... Tu as beau me mettre journaliste, tu n'es pas docteur. Voilà. Qu'est-ce que tu es? Les étudiants doivent être traités à la même enseigne que les ouvriers dans le secteur de l'informel, c'est-à-dire dans les métiers de l'artisanat. Oui. Parce que ces jeunes-là, qui ont pratiquement le même âge que les étudiants à l'université, qu'est-ce que l'étudiant à l'université a de plus que le jeune qui est en train d'apprendre la menuiserie ou bien... Le chômage. Ou bien la maçonnerie. Normalement, je le dis dans mon livre, normalement, les aides qu'on apporte aux étudiants à l'université auraient dû être apportées dans une moindre mesure à ceux-là aussi qui apprennent le métier. Et ils sont plus nombreux et c'est eux-mêmes qui construisent le pays. Tu ne dis pas qu'il faut couper l'aide pour les étudiants. Tu dis de leur donner aussi, non? On ne va pas couper. On donne de l'aide aux apprentis aussi qui sont dans les... Ok, super. Sinon, les étudiants vont te bouffer. Non, on ne va pas. Non, c'est clair. Ça ne serait que justice parce que c'est de l'éducation. On ne va pas couper. C'est aussi des apprenants. Oui. Ce sont des apprenants. Et maintenant, on doit prendre en compte ce volet-là, c'est-à-dire leurs patrons. Vous prenez les maçons, les menuisiers, et tout ça là. Il doit y avoir un volet recyclage pour tous ces gens-là. Parce qu'il n'y a pas de remise à niveau, d'actualisation de la façon dont ils font les travaux. Et vous prenez un maçon qui a commencé par construire les murs, il sait, voilà, on pose des briques et tout. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans la construction.
Et vous prenez la menuiserie, la façon dont il s'est fabriqué des meubles, il y a de cela 10 ans, 15 ans, c'est de la même façon. Et puis vous allez voir au bord de la route, il est même truc qui s'aligne. Aujourd'hui aussi, oui, vous le dites, mais c'est aussi une responsabilité des individus de s'actualiser. Aujourd'hui, le journaliste, il sait que s'il n'est pas GRI, il va être dépassé bientôt. Si son service ou bien son employeur ne le forme pas, ne le recycle pas en GRI, si lui-même il s'assoit sur ses fesses, il va s'asseoir là-bas. Ce que vous dites est pertinent, qu'une structure de recyclage. Aujourd'hui, on a par exemple au Togo le FNAFPP qui régulièrement fait quand même sur demande des partenaires des formations de recyclage. Vous avez parlé encore de partenaires. Oui. C'est insuffisant. Non, des partenaires, non, je ne dis pas internationaux. Ok, d'accord. Les partenaires du FNAFPP, je dis par exemple, tu as une école de formation, un centre de formation, etc. Voilà. Même les journalistes, même les services, le FNAFPP, il y a un fonds, vous vous adressez à eux, que vous voulez quand même qu'un recyclage qui soit fait à votre personnel dans tel domaine, ils organisent. Il y a quand même du recyclage. Aujourd'hui, ce qu'on doit reprocher aussi aux individus, c'est le manque d'information. Parce qu'il y a de la belle information disponible, mais on se contente tellement du petit peu que l'on croit avoir que l'on ne va pas plus loin. C'est pourquoi je parle de formation. En fait. Si les jeunes là avaient été formés comme ils se devaient, ils avaient passé un cursus où on privilégiait, pas forcément privilégié, mais on donnait aussi de l'importance à leur métier. Je crois que l'information passerait déjà quand il était en formation. L'information passerait. Et donc, les structures, moi, je les appelle les centres de métiers. On aurait plusieurs centres de métiers. C'est-à-dire, vous prenez, bon, je ne veux pas prendre l'exemple de Lomé, je vais prendre l'exemple d'une ville, par exemple, Sault-Bois. Vous prenez Sault-Bois et normalement, Bamon, dans cette petite ville-là, on aurait dû avoir minimum 10 centres de métiers. Et quand j'ai dit centre de métiers, c'est-à-dire vous avez un centre où il y a pratiquement tous les métiers fondamentaux. Vous avez la menuiserie, la maçonnerie, la mécanique. On a des collèges techniques maintenant. Il y en a à Sokodé, non? Ce que je vous dis, il y a des centres artisanaux. Vous prenez les collèges techniques. Il y a des centres artisanaux également. Les centres artisanaux, tout ça, les gens en sortent. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils ont au finish? Il faut que cela soit repensé. C'est tout ce dont moi je suis en train de parler. Il faut que cela soit repensé pour que... Et plus valorisé. Plus valorisé. Quand les étudiants, ces gens-là, sortent de là, parce que ça n'arrive pas à pomper tout le besoin. Certes, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'école, d'institutions techniques et tout ça, là, il y en a. Mais ils n'arrivent pas, parce qu'il y a tellement le besoin que beaucoup de jeunes qui sont déversés sur le marché de l'emploi aujourd'hui, si on devait les prendre, c'est par rapport au centre de métiers dont je suis en train de parler. Et donc, vous aurez, je viens de parler d'une dizaine. Si au moins il y a une dizaine donc au finish, quand un élève veut arrêter les études, ce n'est pas la fin du monde. Non, il faut qu'il y ait une passerelle, voilà. Un passage de l'éducation formelle à la formation, à l'éducation informelle, forcément. Il n'est pas déconnecté. C'est ce dont je suis en train de parler. C'est-à-dire que vous prenez un ouvrier aujourd'hui qui arrête l'école, surtout du point de vue langagier, il n'est plus du tout bon. Il va apprendre la maçonnerie, tu lui demandes des choses, il ne peut même pas lire A et B. Alors qu'il faut qu'il te fasse un devis. Voilà, il faut mesurer, il faut avoir... Oui, c'est clair. Or, dans ce centre-là, c'est un cursus. C'est-à-dire que tu ne vas pas fuir un truc pour aller dire, bon, moi, je vais apprendre le métier, donc je ne vais plus apprendre. Non, tu vas apprendre. Tu apprends le français, l'anglais. Celui-là qui fait les techniques, il va dire, non, bon, on le voit dans les écoles, il y en a qui privilégient plutôt les matières littéraires. Bon, il faudrait que tu sois bon dans tout. Ou soit que tu puisses avoir la connaissance dans tout. Tu sois moyen. Voilà. Là. Quand on te dise, bon, en anglais, tu es bien. En tant que technicien, il faut expliquer des choses. Vous avez des techniciens aujourd'hui à qui on tend le micro pour parler. C'est difficile. Et il y a d'autres aussi. Il va te faire des dessins. À la maison, il y a moins de problèmes. Il ne sait pas faire le bricolage. Il attend l'ouvrier. Le plombier, quand le levier est bouché, voilà. Tout ça là, que d'ouvrir, il faut appeler. C'est des petits trucs qui servent même. C'est clair. Donc là-bas, à Togati, tout le monde sait faire ça. Ça se passe comme ça à Togati. Ça se passe comme ça. Bon, pas dans la totalité, mais... la majorité. Dans la majorité. Donc à Togati, ils sont heureux. Bien, ils sont très heureux là-bas à Togati. Bien sûr, le bien-être hier.
Mais il y a aussi des contestations parce qu'on ne pouvait pas... l'unanimité. Ce serait trop idyllique de dire, bon voilà, dans le pays imaginaire, certes c'est un pays imaginaire que j'ai créé, mais c'est un pays africain. Parce qu'il faut quand même que notre fierté, notre bien-être commence dans l'imaginaire. Il faut penser. Quand vous visualisez, vous ne commencez pas à visualiser, vous allez voir que vous allez y arriver. Et c'est ça qui est important. Il faut créer ça. Et donc, moi, j'ai essayé de me créer ce bonheur parce que je suis en train de vouloir quelque chose. Je n'arrive pas à le trouver exactement. Je l'ai créé. Tu fais avec... c'est ça matière de base. Voilà. Donc, je crée dans mon imaginaire le pays dans lequel je voudrais vivre, la façon dont je voudrais que les choses évoluent. Bon, voilà. Quitte à ceux qui voudraient bien être dans mon monde, de payer le livre, de venir à la conférence. Allez, ce serait quand même prestigieux de notre part de faire passer Kadaed pour un saint, c'est clair, comme il dit, comme toute personne. Ouais. Il a ses qualités, ses défauts et ses travers. Et c'est un dirigeant, il a ses travers. La description sommaire ici faite de ses actions gouvernementales pour le compte de son pays, le Togati, pourrait être qualifiée par certains de partielle ou de parcellaire, à la limite partielle, sans que griffe leur soit retenue. Kadaed ne pourra pas faire l'unanimité, c'est clair. Cependant, il a fallu être raisonnable de s'apesantir sur ce qu'il fait de bien et de bénéfique pour le développement de son pays. Ce développement est avant tout socio-économique et désigne les évolutions positives dans les changements structurels d'un pays. À Togati, cela a été visible sur le plan démographique, social, sanitaire, culturel, industriel. Et de tels changements ont impacté l'enrichissement de la population, ça m'intéresse, et l'amélioration des conditions de vie de chacun, comme on le dit, que c'est l'essentiel. C'est la raison pour laquelle le développement économique doit être associé au progrès social. Malgré leur niveau de vie modeste, les Togatiens, dans la majorité, disent avoir une qualité de vie, une bonne qualité de vie. C'est grâce à Kadaed, qui a su créer un large sentiment de bien-être autour des conditions de vie, de travail de la population. Le tout enrobé par une sécurité économique et physique. Voilà comment est ressenti le progrès social dans cette zone de l'Afrique, aux confins du centre et de l'Occident du continent. Et les cas des centres de l'Occident. Alors, rares sont et peu ont été ces dirigeants africains à avoir pensé, mûri et implémenté un mode de gouvernance différent de celui occidental ou asiatique. Aujourd'hui, à l'heure où les grands médias... Aujourd'hui, à l'heure des grands médias, la notion de démocratie a reçu un coup de galvaudage, comme on a commencé par le dire. La question qui se pose aussi, c'est le débat qui se pose en fait, c'est de pouvoir qualifier finalement ce régime-là. Dictature, sans dictature. C'est au lecteur le débat qui est ouvert et qui sera bien animé mercredi prochain. Ouais. Au village du Bénin, à l'université de Lomé. C'est l'après-midi, à 14h30. Mercredi 5 avril, à partir de 14h30. 14h30 minutes. Oui. Vous pouvez permettre de lire le thème du débat. Oui. Quel type de gouvernance pour un développement tous azimuts en Afrique? C'est ça. Réponse. La réponse, c'est le mercredi. 6 heures. Et le travail, c'est 5 euros. Et Sophie, c'est le 5h Gamou. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Voilà. Donc, 4 jours, ça fait combien de 3, ce sont 12 heures. 4, ça fait 96 heures. Devoir de 96 heures. Tout document autorisé. Vous pouvez même utiliser Internet et faire appel à toutes vos connaissances. Voilà. Vous pouvez voyager, aller chercher des éléments. Faire appel à l'application. Et à la bouillée, OpenAI, ChatGPT. Voilà. Faire appel à ChatGPT pour rendre intercalaire garanti. On vous donne le numéro de l'imprimerie où on fait les copies. Vous allez seulement vous donner un lot de rabat et puis vous venez travailler sur quel type de gouvernance pour un développement tout azimut en Afrique. C'est le débat qui est posé autour de ce livre, La démocratie dictatoriale de Kadaed, mais c'est très fluide, c'est soft à lire. Vous le prenez rapidement, vous finissez. Parce que ce n'est pas comme si c'était un roman ou un livre où vous devez forcément lire de la page 1. Vous lisez les différents aspects, vous revenez dessus. Ma foi, je l'ai trouvé quand même très, très fluide.
est-ce qu'il est déjà disponible en librairie ou bien faudra forcément venir à la dédicace pour pouvoir l'avoir? Bon, nous sommes en train de faire les efforts nécessaires pour que cela soit disponible en librairie. Déjà, il y a beaucoup. On peut avoir l'image de la page de couverture, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de commandes qui ont été faites par des particuliers et tout. Donc, le jour de la dédicace, il y aura certains exemplaires. Et après, maintenant, nous allons communiquer aussi sur les librairies qui vont les avoir. Non, mais aujourd'hui, si quelqu'un en veut, on peut vous appeler. Bien sûr, il y en a. Oui, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent participer à ce débat. Ce n'est pas le premier ouvrage, il y a plein d'ouvrages qui ont été écrits, on en a reçu sur ce plateau, et qui ont proposé des approches de solutions, des approches de réflexion quant au système de gouvernance qui peut nous arranger en Afrique, qui peut répondre à nos réalités et à nos aspirations en Afrique. Ce livre, il vient s'ajouter à la réflexion. Pour ceux qui veulent fouiller le livre, en avoir l'essence avant mercredi prochain, on vous trouve... non, il n'est pas sur Facebook. On fait comment? Bon, c'est un numéro 90 75 78 34. Bien sûr, ça. Si. 90 75 78 et 34. Oui. 90 75 et alors. 75. 90 75 78 34. Ou alors vous faites simplement, vous nous appelez ici et puis on vous orientera ici, là, ici, là, ici, là. Le 90 28 33 33. C'est le numéro de Lebala. Vous appelez, vous envoyez un message, on vous orientera. Mais sinon, directement, Papoujo, l'auteur de ce livre, c'est le 90 75 78 34. Je suis jeune, hein? Ma mémoire, ce n'est pas comme la mémoire de mon caméraman qui est là en face de moi. Non, non, c'est de lui, c'est pas toi. Hein. C'est lui. Aujourd'hui, c'est lui qui prend la balle perdue, bien visée. Lui-même, il n'a rien entendu. Non, il est au casque, donc il n'a rien entendu. C'est clair. Allez, c'est ouvert à tous. Oui, c'est ouvert. Le débat est ouvert. Hein, parce que c'est l'affaire de tous. C'est au village du Bénin. Vous connaissez le village du Bénin, non? Il ne faut pas aller à la frontière de Hila. Quand vous dites que vous allez au village au Bénin. Ils n'ont qu'à venir à l'université de Lomé. C'est pour ça que j'avais précisé que c'est à l'université de Lomé. C'est à l'université de Lomé. Bon, on ne va pas dire qu'on ne connaît pas le village du Bénin. C'est le Cirel. Donc, c'est au campus sud. Aujourd'hui, les gens veulent savoir si c'est campus nord, campus sud. C'est le campus sud. Le Cirel, c'est au campus sud, toujours. Voilà. Le village du Bénin, c'est... Et quand vous rentrez par le boulevard Réadéma, vous rentrez, quand vous entrez dans l'université, c'est à votre gauche. C'est à votre gauche. C'est pas loin de plage, la plage, de campus plage. En parlant du Bénin, des fois je me dis que le Togo est plus Bénin que Bénin. Oui, il y a tellement de choses Bénin ici au Togo. Brasserie du Bénin, Université du Bénin, village du Bénin. On est beaucoup Bénin, voilà. Hôtel le Bénin. Hein? On fait une mais revue. Tout le monde dit le Bénin, hôtel le Bénin, beaucoup de là. C'est la preuve que... Tout ce qui a existé. C'est la preuve qu'en réalité, nous sommes un. C'est quelqu'un qui a tracé parmi nous que voilà. Vous êtes ici, vous êtes là. J'avais voulu aborder un sujet par rapport à l'ethnie et consorts. C'est-à-dire, très souvent, les gens croient que en étant né à quelque part, en appartenant à une ethnie, ça lui crée une identité, je dirais, comment dire, c'est-à-dire stéréotypée, quoi, comme si il s'approprie l'ethnie en disant que bon, je suis de tel, il en est tellement fier. Il faut en être fier. Je n'en disconviens pas, mais j'en arrive. Kouméa est fier. Mais ce que tu oublies, ton grand-père, ton arrière-grand-père, tu ne sais pas d'où il est venu pour s'installer à Kouméa. Donc, quand moi j'ai relu les histoires, je ne parle pas de l'histoire, j'ai relu les histoires, c'est pour cela que je doute de tout. Même de l'histoire, j'en doute. Mais franchement, je doute de tout. Tout ce qu'on nous a dit par le passé, tout ce qu'on nous a enseigné, parce que, et c'est là que je dis, forcément, on doit s'accepter. Quand vous habitez à quelque part, acceptez tous ceux-là qui sont avec vous. Je vais vous raconter une histoire. Un monsieur, comme je l'ai dit, il est né dans une... Je ne vais pas donner le nom de la région. Il est né à quelque part. C'est pas... Il se dit non, que lui, il est de ça, il est de ça, il est de ça.
Un jour, il était en train de marginaliser un monsieur. Et puis, dans les causeries, il dit non, vous êtes de tel endroit. Bon, nous sommes. En Afrique, on a tellement ce genre de façon de faire, comme si l'autre est arriéré. C'est clair. Vous savez ce qui est arrivé? Ils étaient en train de parler d'un truc et puis il a sorti un nom. Ce nom-là, ça appartient à votre famille. Il dit oui, ça c'est le grand-père à ma. Quoi, il dit non. Moi, mon papa m'a dit qu'au cours de son cursus, bien au cours de leur existence, leur grand-père a changé de nom. En réalité, il s'appelait comme ça. Il dit non. Il dit non. Et lui aussi, il a fait la généalogie. Il se trouve qu'ils sont des cousins. Direct. De même grand-père, de même grand-mère. Mais simplement que... Même pas arrière. Mais derrière. Simplement que l'un de leurs grands-parents a quitté la zone pour aller s'établir à quelque part d'autre. Et chemin faisant, il a changé de nom. Et donc, lui, il a grandi là-bas, il a fait des enfants et tout. Maintenant, les histoires sont tellement vraies que quand ils ont commencé par fouiller, le jour-là, c'est des pleurs. C'est authentique dans notre quartier. Je crois que c'est Gracia qui nous a raconté une histoire comme ça, un monsieur du Sud qui avait un problème et on lui dit qu'il doit retourner à ses origines. Et quand on a fouillé, ses origines se trouvaient à Sokodé. Quelque chose comme ça. On a vendu, on est voisins à un papa de quartier qui, à l'époque, n'aimait pas beaucoup une certaine ethnie, quoi. Oui, parce que c'est vous qui, il ne supportait pas. Il ne pouvait même pas supporter voir ça en peinture chez la maison. Et un jour, il voyage, c'est pas lui qui voyage, il y a un de ses frères plus tolérants qui voyage, et puis ils ont eu un souci, ils allaient vers le nord, il y a eu un souci de véhicule en route. Donc, ils ont été conduits chez le responsable de la police, un douanier comme ça, monsieur, qui était super gentil avec eux. Donc après, ils ont gardé le contact, il leur remet la carte, le monsieur leur remet la carte, et c'est le même nom de famille qui est sur la carte. Oh, monsieur, vous êtes d'où? Lui dit qu'il est du Nord, il a appelé son village quelque part du Nord. Lui dit non, lui il est de Palimé, de Adeta, machin, de Kpélé, dans la zone de Kpélé. Il dit mais c'est bizarre que lui aussi il a le même nom. Comment vous avez vu que lui, bon, peut-être que c'est la prononciation qui diffère. Et ils ont commencé par fouiller. C'est des frères. C'est-à-dire que c'est la même famille. L'origine, c'est ce village au nord, en pays Kabyé. Et vous savez que les Kabyés, ils ont migré beaucoup. C'est des métayers, ils se sont retrouvés beaucoup à Palimé, tout ça. Et donc, ce monsieur qui ne supportait pas de voir les gars en photo, son origine, lui-même, c'est là-bas, mais lui-même, c'est ça la chose. Il baigne dedans. Mais il a eu le courage, l'honnêteté quand même, de venir en parler, de dire, vraiment, il a eu la belle leçon de sa vie, qu'il ne faut jamais stigmatiser les autres. Voilà. Tu ne sais pas d'où tu es. Exactement. Ça, il a appris. On ne sait pas d'où on est, on sait d'où on est né, là où on vit. C'est clair. Donc, acceptons-nous tels que nous sommes. Ouais. Et puis, avançons. Pour le reste, quand on veut fouiller dans l'affaire des ethnies et tout ça, là, personne n'est de quelque part. Nous sommes tous des frères et sœurs sur la terre. Et une autre parenthèse, est-ce que vous savez que Guérenkouka, c'est un nom Haoussa? Non. Et même Baguida, c'est un nom Haoussa. Affaire à suivre. Sérieux. Non, mais sérieusement, arrêtons de dire celui-là, il est d'ici, je l'aime pas. Quand j'ai eu la confirmation, surtout de Baguida, en tant que nom Haoussa, qui veut dire quoi? C'est-à-dire que... Baguida. Baguida, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Baguida, quelque chose comme ça, quoi. Et Guérenkouka, c'est un nom Haoussa. Non, disons que Baguida, peut-être c'est comme c'est excentré de la ville. Il y avait un Haoussa qui est venu là-bas. Et qui, lui, vient d'où comme ça? Et qui est même qui... Bon, parce que... Non, c'est-à-dire que c'est... Mais bon, je le dis comme ça, avec un peu de détails. Il y a un Haoussa qui est venu là-bas et qui a donné le nom. Parce que quand on lui demande, tu c'est quoi, Léo? À filer les foot américains comme Léo. Il n'y a personne, Baguida. Et c'est ça. Et je n'ai pas envie de dire autre chose, mais quand vous n'avez pas de... Dis-nous l'autre chose là. Je le dirai avec des preuves et avec d'autres personnes. Voilà. C'est terrible. Allez, on rappelle le numéro 90 75 78 34, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Ah oui, donc sérieusement, arrêtons
de penser que l'autre, il est rien, quoi. Non, on n'est pas de quelque part. Disons-nous que nous appartenons à une même... Nous sommes humains. C'est quelqu'un qui dit, nous sommes de là, quelqu'un nous dit, hein, nous sommes de là où nous vivons, de là où nous trouvons notre bonheur. Voilà. Belle philosophie. Donc, quand on aime parler du fait que oui, moi je suis de telle chose, je suis de tel endroit, je dis, écoutez, est-ce que tu connais ta généalogie? Si on va remonter, toi et moi, peut-être on a, c'est pour ça que je voulais te dire, peut-être toi et moi, on a le même grand-père, la même grand-mère. Peut-être. Attends, je vais aller fouiller comme ça. Il faut bien fouiller. Tes dollars seront mes dollars. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, cultivons l'amour, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Tolérants envers C'est le début même de notre développement. L'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre, l'ouverture d'esprit pour d'abord écouter l'autre. Même si on n'est pas d'accord, arrêtons de ces chamailleries et tout ça là. Ça ne nous conduit nulle part. Ça ne nous conduit nulle part. Replaçons quand même l'essentiel au centre. L'essentiel, c'est l'humain. C'est l'humain. L'humanité voilà. qui est en toute personne. Exactement. Et comme vous le dites, et comme on l'a dit dès le début, commençons chacun par le faire à notre petit niveau. Voilà. On ne dit pas système politique en Afrique et que nous, on veut le voir à un niveau très très haut, que ce sont les politiciens qui doivent commencer, etc. Non, on l'a dit que ça dépend de nous aussi. Commençons chacun à son niveau à changer de vision, à changer de mentalité, à changer de prisme dans nos relations avec notre environnement, avec notre voisinage, voilà. Dans nos relations avec nos enfants, dans l'éducation que nous transmettons aux enfants. Exactement. Et déjà, quand nous changeons nous-mêmes dans nos comportements, les enfants copient. On n'a pas besoin de leur dire « Weleke. Si vous le leur dites et que vous faites autre chose, ils font plutôt ce que vous faites. Exactement. Commençons par implémenter cela dans nos vies et puis ça va changer. Voilà. Et puis nous autres professionnels des médias, arrêtons aussi de prendre pour argent comptant l'opinion des autres médias qui ne servent que leur cause. Commençons par repenser effectivement et vraiment les opinions que nous défendons. C'est bien de suivre les informations sur les chaînes internationales, oui. Mais peut-être de recouper, de suivre i24 News, de suivre les chaînes russes, de suivre France 24, de suivre Al Jazeera en français, et de faire la part des choses par rapport à des événements pour ne plus colporter cette propagande qu'on nous envoie faire. Voilà. Et le dictateur libyen, le dictateur machin, etc. Non, c'est un dirigeant. C'est le dirigeant. La junte au pouvoir, quand on parle de la junte. Aujourd'hui, au Mali... Ils n'ont aucune autorité à vouloir qualifier quelqu'un de junte. Voilà, de quoi que ce soit. C'est vrai que la junte, c'est un groupe de militaires qui prend le pouvoir et qui dirige, etc. Dans le dictionnaire, c'est ce qui est dit. Mais bon... Quand on va se réclamer africain par l'africanisme, aujourd'hui, c'est des... Ils n'ont jamais traité... Ils sont acceptés. Attendez, est-ce qu'en France, on n'a jamais traité de Gaulle de putiste? Ouais, il était un putiste. Il était un putiste. Napoléon. On n'a jamais traité ces gens. C'est des dirigeants. Ils ont toujours des beaux qualificatifs pour Foucault, c'est la pire des choses qui soit arrivée aux Africains. C'est la pire des choses qui soit arrivée aux Africains. Mais il a célébré en France. Ouais. Il faut que nous arrivions à comprendre. C'est pourquoi je dis nous avons nos réalités. Je ne dis pas que ce qui se fait en Afrique, c'est tellement beau, c'est tellement bien. Non. Mais ayons cette humilité d'esprit de reconnaître que celui-là qui aime souvent nous critiquer de la façon la plus gauche ne nous aime pas, forcément. Il a d'autres intérêts, il a d'autres idées en tête. C'est pour cela qu'il est en train de le faire. Celui qui ne trouve pas du bien, forcément, en ce que vous faites. Parce qu'un individu ne peut pas faire que du mal. C'est clair. Le tchoko, il fait quelque chose qui est un peu bien aussi. Donc, puis, celui qui n'exalte pas le bien qu'on fait... Il y a eu des moments, je ne me rappelle pas exactement du pays, mais il y a eu des reportages que RFI a passés dans le temps, qui ont provoqué des émeutes. À des endroits, dans des pays, parce que juste les gens ont écouté la façon dont ça a été traité et tout, on a dit que ceci a fait... Et puis vous tombez des nues. Mais après, quand vous faites des recoupements,
C'était pas vrai. On a annoncé des gens qui étaient morts. Si c'était un journal ou bien un journaliste togolais africain qui avait dit que bon, voilà, tel, au moment où on parlait de Nicéphore Soglo, l'ancien président qui était décédé et tout, on avait parlé même de peler les fuites d'informations et tout, ben on allait dire non, voyez-vous, c'est la désinformation. Alors qu'eux, ils se sont excusés juste que c'est un dérèglement, c'est un dysfonctionnement. Vous ne pouvez pas vous excuser comme ça. Et puis c'est bon, c'était passé comme une lettre à la poste. Voilà. Et donc quand ils disent des choses, c'est la vérité biblique. Oui, RFI Jimmy, c'est là. C'est la vérité en vrai. Ah ben, on ne peut pas mettre en tout. J'ai dit non. Il faut que ça s'arrête. Est-ce que vous vous rappelez de qui on appelle Bob Denard? Voilà. Est-ce que Bob Denard est la force Wagner? Et voilà. Est-ce que c'est différent? Exactement. Ah, voilà. Lui, il faisait pire même. On oublie même. On a tous les Russes alimenter une force. Mais quand tu vois, la France avait alimenté Bob Denard. Exactement. Et à la fin, on l'a emprisonné et puis c'est fini. On l'a emprisonné pour combien de temps? On l'a gardé. Voilà. Vous prenez la guerre en Afghanistan, elle a été menée par des mercenaires américains. Hein? Les mercenaires sud-africains avaient été sollicités, mais personne n'a eu à tirer sur eux. Mais à chaque fois, Wagner a fait ceci, Wagner a fait cela, Wagner a fait ceci. On voudrait que les Africains condamnent même. On invite un Premier ministre gabonais, on dit pourquoi voudriez-vous que nous condamnions chaque fois ce qui se fait contre vous? Et vous ne voulez pas condamner ce qui se fait contre nous. Et on arrive à les miroiter. Regardez, cette guerre en Ukraine, oui, qui est malheureuse. Mais ce n'est pas la première guerre, elle n'est pas pire que ce qui se passe en RDC. Le Mali, qui a été envahi par des rebelles que les gens de Sarkozy ont alimenté. Monsieur l'auteur, vous serez responsable de vos affirmations. Je ne réponds pas de cela. Merci beaucoup, monsieur Papoujo. Moi, je suis parti avant. De ce livre. On peut finir en voyant un peu encore la couverture du livre, la couverture du livre, et puis annoncer que ce livre, il sera en dédicace dans une conférence débat dans les locaux du village du Bénin à l'université de Lomé le mercredi 5 avril 2023 à 14h30. Quel type de gouvernance pour un développement tous azimuts en Afrique? Merci d'avoir été avec nous. Votre livre, il faut le dire, a été édité chez les impliqués éditeurs en France. Et vous pourrez la voir le jour de la dédicace, ou alors le 90 75 78 34 pour la voir. Au revoir, merci d'avoir été avec nous. Beaucoup, demain, on va poser encore une autre réflexion. Vous savez que c'est les savoirs endogènes et les valeurs, les richesses nationales que l'on promeut dans cette nouvelle version de Lbala. Demain, on va parler de la médecine traditionnelle vue sous le prisme de la religion. Parce qu'ils ont fait récemment une rencontre avec le comité diocésain sanitaire, l'Église catholique. Les Egbélators, tout ça, c'est pas des charlatans, des maléfiques, des démons. On va voir le regard donc, de l'Église quant à la médecine traditionnelle. Demain, on va en parler. Merci d'être au rendez-vous à partir de 8h, demain dimanche. Passez un très bon samedi et puis on se dit à très bientôt. Bye bye.